On a besoin de cette énergie masculine et féminine. On a besoin d'avoir un guerrier qui est courageux, qui est audacieux, qui va de l'avant, qui est en mouvement. Mais on a besoin d'avoir aussi un guerrier qui sait s'incliner, qui, face à la vie, parfois c'est aussi être vulnérable, c'est demander de l'aide et c'est utiliser aussi son intuition, ses instincts intérieurs pour aller chasser, pour se mettre en déplacement. Et c'est le fait de travailler en fait ces polarités et trouver ce qu'on appelle en fait un mariage intérieur qui nous permet de les exprimer, mais qui nous permet de justement arrêter de refouler des parts de nous. Parce que tant que tu les refoules, tu sais, tu les mets sous le tapis, mais dès qu'il y a une situation qui vient de trigger, qui vient de challenger, ça pop, tu vois, et ça revient. Et souvent, qu'est-ce que tu fais ? Tu les juges et tu as envie de les refouler encore plus. Et tu t'éloignes d'une partie de toi en fait. Du coup, nous voilà en direct de Bali avec Chris. Salut Mourad. Comment ça va ? Très bien et toi ? Très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté cette conversation, je suis très content de l'avoir. Pareil. L'éveil du masculin, au nom de ton podcast. Chris, tu es mentor et coach pour hommes. Tu es aussi instructeur en breathwork et bodywork. Tu es facilitateur d'espace de transformation au service du masculin. Et aujourd'hui, on va parler de tous ces sujets, en commençant par ton histoire, ce qui t'a amené à faire ça, parce que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse. Et je pense que c'est un sujet important aujourd'hui, tout le travail que tu fais autour de la masculinité. Je te remercie. Je pars de la grande histoire ou la petite histoire ? Alors commençons par la grande histoire. Allez, après, on voit si on a le temps. La grande histoire. Pour le coup, si je reviens en arrière, ça va faire maintenant, alors moi exactement 2 ans que je vais être vraiment dans la masculinité, où je fais des retraites pour hommes. Mais c'est bien avant ces 2 ans que j'ai commencé moi à me poser des questions et que j'ai commencé aussi à sentir qu'il y avait des blessures, des insécurités. Et c'est vraiment ma relation de couple en fait qui a mis ça en lumière, parce que c'est là où ça se projetait le plus, naturellement dans l'intimité quand t'es avec une personne. C'est là où tu as tendance aussi à voir tes plus sombres côtés, on va dire. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une partenaire qui a évolué très vite, qui a pris conscience de beaucoup de choses et qui a mis aussi en lumière des choses chez moi que je voulais pas forcément voir en tant qu'homme. Et donc, il y a eu ce moment où je me suis un petit peu retrouvé face, je dirais même à un ultimatum de tu vas avoir besoin de bouger, en fait, si tu veux continuer à vivre cette relation. Mais si tu as envie de grandir aussi en tant qu'homme et si tu as envie de t'émanciper de certaines blessures, et si tu as envie de couper, par exemple, le cordon avec ta mère, si tu as envie de définir une direction et vraiment de t'engager dedans et te dire que maintenant tu n'es plus dans un jeu d'enfant mais que tu es dans un jeu de grand avec des règles de grand parce que tu es vraiment dans la vie et la vraie. Et je pense que le voyage m'a beaucoup aidé parce que le voyage, en fait, si tu veux, le fait de vivre à Bali, de vivre au Mexique, de vivre au Portugal et d'être initié à pas mal de choses, de vivre des expériences, ça a fait accélérer les choses un peu comme un accélérateur de particules en fait. Et si je reviens par rapport à ma relation de couple, la première chose en fait qui m'a fait vraiment travailler sur cette partie, on va dire, masculine, ça a été le manque de polarité qu'on pouvait avoir avec ma partenaire. Alors il y avait une polarité mais qui n'était pas spécialement saine. J'avais l'impression d'avoir une partenaire qui était très masculine, très indépendante, très forte. Au début j'étais comme ça, il y a eu beaucoup de confrontations à la maison, puis à un moment en fait j'ai juste courbé les chines et je me suis dit bon bah je laisse tomber et j'ai commencé à m'effacer, à plus prendre ma place en fait à la maison et j'ai commencé à être beaucoup plus passif dans la relation, mais passif dans les décisions, dans les initiatives, dans l'organisation des voyages, dans tout ce genre de choses et ça a commencé à être des reproches en face. Puis c'est venu aussi renforcer un manque d'estime de moi, un manque de confiance. Et j'ai vu qu'au bout d'un moment, en fait, ça se décuplait un petit peu de partout sur mon rapport à moi, ma relation avec les personnes autour de moi, sur mon travail, sur ce que je faisais en fait au quotidien. Et il y a eu ce moment où en fait ma partenaire un jour est rentrée à la maison et elle a eu la chance de faire une retraite qui l'a fait bouger. Et elle m'a dit j'ai compris en fait, on a un problème et en fait c'est juste qu'on n'est pas incompatibles, il n'y a pas ce problème-là, c'est juste qu'en fait on manque de polarité et on est dans des polarités qui sont pas saines. Et on est un peu plus dans une polarité où toi des fois tu te comportes un peu comme un enfant et moi des fois je me comporte un peu comme une mère et j'ai l'impression de te materner et toi tu as l'impression en fait voilà d'être coaché et en fait ça tue la flamme, ça tue l'intimité, ça tue la sexualité, ça tue tout ce qu'il y a entre nous. Mais c'est possible de venir travailler sur nos polarités, sur nos essences féminines et masculines, de revenir harmoniser ça. Ça va prendre du temps, mais à deux, on doit pouvoir travailler dessus et on doit pouvoir se repolariser. Et à partir de là, à partir de ce moment où tu te repolarises, tu retrouves plus d'intensité dans ton couple, beaucoup plus d'intimité. Bien sûr, la communication est hyper présente parce que ça va permettre de mieux comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre, mais de communiquer aussi tes besoins, de poser tes limites. Et à partir de ce moment, tu as l'opportunité en fait, de fluidifier ton couple et d'avancer en fait, dans ton quotidien d'homme et de retrouver ta place d'homme. Super intéressant que le point de départ, ce soit le couple. En fait, c'est l'effet de miroir que ta partenaire te donne qui te renvoie à ok, quel est l'état de mes polarités. Et là, la conclusion que tu donnes, c'est prendre ma place en tant qu'homme. Ça me parle énormément parce que j'ai vécu quelque chose de similaire dans ma première relation de couple où... tu vois, l'expérience que tu racontes de dire je suis avec une femme forte qui a un caractère
qui prend de la place, qui en fait a une polarité masculine qui s'exprime et qui l'aide dans sa vie. Et donc, il y a un moment où tu dis, à un moment, je lâche prise et je la laisse en gros, en quelque sorte, tenir la barque ou je m'efface. Et ça la frustre, tu vois. C'est très intéressant, je trouve que c'est très révélateur du jeu de polarité qui se joue. Et je pense qu'il se joue même au niveau collectif, au niveau de la société. À quel endroit, quand les hommes ne prennent pas leur place, par exemple dans le couple, est-ce que les femmes en pâtissent ? À quel endroit, quand le masculin ne s'exprime pas dans sa puissance de manière saine et mature, bien sûr, est-ce que le féminin empathie ? Et quand c'est pas le cas, le féminin qui vient nous titiller pour dire Coco, t'es capable de plus que ça. Complètement, ouais. Je te rejoins sur ce que tu dis là à la fin, parce que je l'ai lu, tu sais, dans La Voix de l'homme révélé. Et ce livre qui est vraiment un passage incroyable que je vous recommande si vous êtes un mec, mais aussi si vous êtes une femme, où à un moment il explique dans ce livre que la femme vient nous tester, alors parfois consciemment et parfois inconsciemment, mais parce qu'elle sait à quel point on peut être médiocre, mais elle sait à quel point on peut être capable de faire des grandes choses, et à quel point on peut aller loin, on peut être sécurisant, on peut être fiable pour la relation. Donc, alors elles viennent pas nous tester comme des mères, mais elles viennent nous tester comme la polarité inverse, qui veut aussi le meilleur pour la relation, pour elle et pour nous. Et c'est que, tu vois, moi, ce principe-là, j'ai mis du temps en fait à le comprendre. Au début, je le voyais plus comme des reproches, ou elle m'en veut, ou je suis pas assez, tu vois, ou je suis pas assez masculin, ou pas assez viril, et pourtant je comprends pas, je fais de la muscu, j'essaie d'avoir une direction. Et en fait, c'était pas ça, en fait, c'est que elle me testait parce qu'elle savait de quoi j'étais vraiment capable, et qu'elle me voyait en fait à bas régime, elle me voyait aussi dans un manque d'estime de moi, et ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal, ça la faisait souffrir. Et puis il y a un moment où tu projettes ça dans ton couple, donc tu deviens un boulet pour ton couple, tu vois. Et pour le déposer là, j'ai eu la chance d'avoir une partenaire qui a brillé vite, qui a pris beaucoup de place, donc ça m'a inspiré. Mais il y a eu ce moment aussi, ça a créé une forme de jalousie, c'est-à-dire que je suis passé de l'inspiration, de l'admiration, à d'un coup, je deviens jaloux, parce que moi en tant qu'homme, j'ai l'impression de ne pas arriver à prendre ma place et de ne pas faire pareil. Et tu sais, tu as tous les conditionnements, les injonctions par rapport aux hommes, que tu dois être l'épaule forte, que c'est toi qui dois ramener les revenus, c'est toi qui dois soutenir tout ça. Il y a une part de vérité dans tout ça, on pourra en parler plus tard, mais il y a une pression que nous les hommes on peut se mettre, qui fait que dès qu'on n'arrive pas, on a tendance à se descendre, à se dévaloriser, à être hyper dur avec nous-mêmes. Et tu sais, tous ces coups de couteau que tu te mets avec ton dialogue interne de toi à toi, ils viennent jouer sur ton estime de toi, et il y a un moment, en fait, t'es dans une forme de bourbier, et c'est très difficile de remonter. Et si t'as pas un bon entourage, ou si t'as pas une partenaire qui a une certaine maturité, et qui est là pour toi, et qui peut te soutenir, et si tu te mets pas un coup de pied au cul, il y a un moment, en fait, c'est très compliqué. Ouais, tu m'étonnes. C'est un sujet très sensible pour beaucoup d'hommes de dire, au final, ma partenaire... elle prend plus sa place que moi, ou elle gagne plus que moi, ou ça peut être source d'insécurité pour beaucoup d'hommes. Ouais. Ce qui est très intéressant dans la manière dont tu le racontes, c'est qu'en fait, il y a une volonté pour toi de regarder les choses en face et de dire je vais faire le taf. Ça a commencé où ? C'est quoi la première étape après tous ces constats ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties que je trouve très intéressantes, qu'on pourra explorer. L'homme-enfant, le côté prendre ma place... tu vois, avec la signification que ça a dans ta relation, mais aussi professionnellement, tu vois, est-ce que je m'exprime dans ma mission, est-ce que je suis dans une, tu vois, tous ces trucs-là. Donc, comment ça commence à ce moment-là ? Tu fais le constat, vous faites le constat ensemble. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, ça commence en Australie, justement. Ça fait à peu près 5-6 ans où je prends une première baffe, où Chloé me parle des énergies. Au début, je comprends rien aux énergies féminines, masculines, je suis complètement perdu, tu vois. Je dis, je vais faire de mon mieux, tu vois, je vais essayer de changer. Et puis là où ça commence vraiment, où je commence vraiment à mettre un doigt dedans, tu vois, c'est marrant, mais c'est avec le chamanisme, il y a 4 ans de ça, au Mexique, où là je prends une vraie claque sur une cérémonie, où je mets en perspective certaines choses, et je commence à voir qu'il n'est plus juste question de mon couple, mais qu'il est question de moi et de ma vie, et de ce que je veux en faire, et de la direction que je veux avoir, et aussi de la mission dans laquelle j'ai envie de m'engager, avec quelle intensité j'ai envie de m'engager, et à quel point je peux être intègre avec moi, avec tout ce qui est important pour moi, tu vois. Et ça a été la première step. Et puis la deuxième step, ça a été quand j'ai commencé à lancer les cercles d'hommes, parce que en fait, dans mon quotidien, dans mon voyage, je m'expérimentais beaucoup avec ma partenaire, tu vois, c'était génial. Et il y a un moment où j'ai ressenti un manque mais je le vis avec ma partenaire, c'est cool, mais j'aimerais le vivre aussi avec d'autres hommes, tu vois. Et je sens que j'ai un truc là à régler avec le masculin, avec les hommes, peut-être à cause d'un manque de figure paternelle ou ce genre de choses, tu vois. Mais je sens que j'ai envie de cheminer avec les hommes, et que ces espaces que je visite, qui me font travailler, qui parfois me bouleversent, qui me font parfois purger des choses, j'ai envie de pouvoir amener des hommes dans ces endroits-là. Et au début, en fait, si tu veux, moi, ma mission, je l'ai créée sur ça, et j'ai envie que
ce que je ressens quand je suis dans ces espaces-là, ils puissent le ressentir et qu'à ce moment-là, on se regarde dans les yeux et qu'on se dise, tu sais où t'es et tu sais ce qu'on est en train de vivre et tu sais qu'on le fait ensemble, tu vois. Et ça, c'est le truc qui me donne la chair de poule, qui me fait vibrer. C'est vraiment pourquoi je fais ça, quoi. Waouh. C'est puissant ce que tu dis. Je pense que beaucoup d'hommes n'ont pas conscience du fait qu'il y a un manque chez eux, justement, d'espace masculin où on peut se challenger, se forger, se renforcer. Tu parlais du manque de la figure paternelle. Je pense qu'il y a aussi à cet endroit-là quelque chose d'intéressant à explorer. Ouais. Moi, dans mon histoire, je regarde aussi que c'est intéressant. Parfois, en tout cas pour moi, ça n'a pas été le manque de figure paternelle, ça a été une figure paternelle difficile à certains endroits. Ça peut aussi, tu vois, créer en tout cas, chez moi, ça a créé un refus d'être comme lui, et ce faisant, me couper d'une partie de ma masculinité. Ouais. Tu vois, le côté désagréable, autoritaire, tout ça. J'ai compris à un moment que ce truc-là qui était désagréable pour moi chez mon père, si je m'en coupais totalement, bah, je me coupais d'une partie de mon masculin. Complètement. Bah, tu vois, nous, on le voit beaucoup dans les cercles d'hommes. Parfois, tu as le choix de rejeter en fait la figure paternelle, tu vois, et de couper d'une partie de ton essence. Mais c'est comme dans les archétypes, pour en parler rapidement, on a tous ces différents archétypes en nous de manière plus ou moins mature ou immature, assumée, en veille ou pas. Et parfois, tu vois, tu vas avoir du mal à connecter au guerrier à l'intérieur de toi, ou par exemple au roi, parce que cette autorité qui a été trop forte à la maison, qui t'en a mis peut-être plein la gueule, tu vas chercher à la rejeter en fait. Et tu vas rejeter une qualité qui est à l'intérieur de toi, parce que l'autorité, il y a deux facettes, mais comme le contrôle, ça a du bon et ça a du mauvais, mais tout dépend de ce que j'en fais, tu vois, et à quel point il est juste quand je le mets en place. Et l'autorité, c'est pareil, il y a du mauvais quand c'est poussé à l'extrême, quand tu deviens le tyran, et tu es en excès de masculinité, et là tu t'es recentré sur toi et tu fais plus attention aux autres, mais quand il est établi et qui permet de faire, je dirais, régner les choses dans les règles, dans l'amour, dans la bienveillance, et que chacun y trouve son compte, là l'autorité elle est belle, tu vois. Et en tant qu'homme, on a tous besoin de reconnecter à ces différentes facettes, à ces différentes qualités, parce que ces qualités nous apportent à chaque fois des choses, tu vois, dans différents aspects de notre vie. Quand j'ai de l'autorité dans mon business en tant qu'homme, je peux le mettre en place, mais je sais l'autorité que j'ai envie de mettre en place. Je sais que c'est important que par exemple soit mes salariés ou les personnes avec qui je travaille, ils puissent avoir une communication, ils puissent avoir de la transparence, on puisse se dire les choses et qu'on puisse avancer dans le même bateau. Ouais, j'ai l'impression que ce qui est compliqué aujourd'hui pour les hommes, c'est il y a deux extrêmes. Il y a les hommes qui sont dans l'ombre de la polarité. Ouais. Donc, je pourrais dire que la misogynie, par exemple, ça fait partie de l'ombre du masculin, le dark masculin, ou peu importe. Et il y a une autre ombre qui est la masculinité refoulée, castrée, non assumée, qui est aussi problématique. Et c'est très difficile, en fait, de trouver l'équilibre. C'est un chemin super, donc c'est le travail que tu fais. D'être au centre en fait, d'être à l'endroit où c'est sain, où c'est mature, c'est ni refouler sa puissance ou sa capacité à, et ni l'imposer aux autres, au monde, aux femmes. C'est complètement ça. En fait, c'est arriver à être dans l'axe, tu vois, quand on parle des archétypes, c'est vraiment cette notion d'équilibre. Donc c'est à la fois harmoniser un petit peu, je dirais, l'yin et le yang, le côté féminin et le masculin. Par exemple, si tu prends le guerrier, dans sa forme poussée à l'extrême, il devient donc le sadique et il fait violence aux autres. Poussé à l'extrême de l'autre côté, donc dans la polarité féminine, ça devient le guerrier masochiste, donc drama queen, il fait violence à lui-même. Et pour autant, on a besoin de cette énergie masculine et féminine. On a besoin d'avoir un guerrier qui est courageux, qui est audacieux, qui va de l'avant, qui est en mouvement. Mais on a besoin d'avoir aussi un guerrier qui sait s'incliner, qui, face à la vie, parfois c'est aussi être vulnérable, c'est demander de l'aide et c'est utiliser aussi son intuition, ses instincts intérieurs pour aller chasser, pour se mettre en déplacement. Et c'est le fait de travailler en fait ces polarités et trouver ce qu'on appelle en fait un mariage intérieur qui nous permet de les exprimer, mais qui nous permet de justement arrêter de refouler des parts de nous. Parce que tant que tu les refoules, tu sais, tu les mets sous le tapis, mais dès qu'il y a une situation qui vient de trigger, qui vient de challenger, ça pop, tu vois, et ça revient. Et souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu les juges et tu as envie de les refouler encore plus. Et tu t'éloignes d'une partie de toi en fait. Complètement. Je trouvais intéressant que tu parles de chamanisme parce que j'ai envie de te demander comment ça t'a influencé, ce que ça t'a fait prendre conscience. Parce que tu vois, quand on parle de chamanisme, et là on parlait d'archétype, pour moi ça nous ramène à quelque chose de primal, d'instinctif, qui est connecté, qui existe en nous, même si on essaie de le refouler, comme tu le dis. C'est vraiment
c'est quelque chose de primal, de naturel, et c'est se reconnecter à ce qui est déjà là pour pouvoir l'exprimer. Et du coup, le chamanisme, alors qu'est-ce que ça a réveillé chez toi? C'est, tu sais, c'est les couches de l'oignon que tu fais sauter et en fait tu vois toutes tes couches qui sautent et tu reviens justement à ce côté plus primal. Et en fait, moi, ça m'a révélé en fait, j'ai eu la sensation de revenir à l'essentiel et de voir en fait tout ce cosmos qui était à l'intérieur de moi et que j'étais pas juste un archétype ou une facette ou juste ce gentil garçon et que j'étais tellement plus. C'est juste que je voyais qu'il y avait des parts qui étaient inexplorées, mais parce que ces parts, elles me faisaient peur, tu vois. Par exemple, il y a une part que j'ai beaucoup opprimée en grandissant qui était la part du prédateur. Donc j'ai toujours été en fait mal à l'aise aussi avec les femmes parce que j'avais peur de faire peser une énergie de prédateur ou une énergie libidineuse. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai un petit peu castré, enfermé chez moi. Et pendant longtemps, j'étais typiquement le gars qui est à la salle de sport. Dès qu'il va voir une fille, il va baisser le regard, il va prendre l'haltère, il va faire ce genre qu'il n'a pas vu, alors qu'il a pu ressentir du désir ou être attiré. Mais j'avais tendance, tu vois, à opprimer ses parts. Et quand j'ai fait, par exemple, mes premières sessions de chamanisme, c'est venu sur le dossier prédateur, super. Et ça a été ça pendant 6-7 heures. Et j'ai pu ressentir, voir les choses, voir à quel point en même temps c'était quelque chose qui était aussi propre à moi et qu'on soit un homme ou une femme, on a tous en nous une part prédatrice, mais une fois de plus, c'est qu'est-ce que j'en fais. Le prédateur, il sert parce que le prédateur, il nous a permis d'être là aujourd'hui. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais il y a un moment aussi, le prédateur, il peut être à l'excès, il peut faire mal aux autres, il peut faire violence, il peut abuser. Et c'est savoir finalement aussi se réguler. Mais je dirais pas c'est contrôler, mais c'est apprendre à le maîtriser, tu vois. Et c'est apprendre à en faire finalement un serviteur. Ouais, complètement. Et en plus, le prédateur peut être un prédateur ou ça peut être un chasseur ou ça peut être un protecteur. Mais parce qu'il a la capacité de chasser ou de défendre, du coup, il y a quelque chose de nécessaire. Ouais. Ça me parle énormément ce que tu dis, parce que moi aussi, ce côté prédateur en rapport avec les femmes et la libido, complètement, je pense qu'il y a un endroit dans mon histoire où j'ai voulu refouler ça inconsciemment, parce que j'avais pas un bon rapport à mon énergie sexuelle dès l'adolescence. Conditionnement religieux et aussi parce que dans ma vie, dans ma famille, il y a eu des événements traumatiques où j'ai compris qu'un homme pouvait être un prédateur qui imposait des volontés à des personnes plus faibles. Et je pense que, tu vois, ces deux trucs-là, ça a fait qu'il y a un moment où je me suis dit, pas consciemment, mais en gros, tu vois, j'ai associé cette énergie-là à quelque chose de malsain ou de dangereux. Mais comme tu le dis, en fait, plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais coupé d'une partie de moi en refusant qu'il y a peut-être dans le fait de ressentir du désir pour une femme quelque chose de naturel et que c'est ok. Ouais, complètement. Que c'est ok, que une fois de plus, tout dépend de comment tu l'alimentes. Est-ce que je le ressens, j'en ai de la gratitude, je le remercie intérieurement sans forcément aller le remercier à l'extérieur, ou est-ce que je l'alimente et matériellement j'ai envie de créer quelque chose ou de projeter énergie. Donc une fois de plus, tu vois, c'est ça pour moi la souveraineté personnelle, c'est je suis souverain en fait de mon royaume, mais tout dépend de comment j'administre les choses à l'intérieur, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une forme de leadership. Tu peux être un homme qui n'étouffe pas sa libido, son désir, qui ressent et qui en a de la gratitude et qui en même temps sait se tenir, tu vois. Un gentleman. Ouais, complètement. grave. Tu dirais que c'est quoi les problématiques récurrentes des hommes que tu accompagnes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu constates? Le couple, à fond. Le couple? Ouais, le couple, c'est souvent une problématique. Je comprends pas ma femme, je reçois des reproches, elle me dit que je me comporte comme un enfant, problème de libido, difficulté à trouver de l'intimité au bout de certaines années, problème dans la sexualité. Vraiment le couple, problème de communication, compréhension de l'autre, les besoins, avoir l'impression qu'on est dans des mondes différents. Il y a la sexualité qui revient, parfois même en dehors du couple, addiction, pornographie, impuissance, difficulté même à éjaculer ou à ressentir du plaisir, difficulté à jouir de la vie. Il y a beaucoup figure paternelle, parfois figure maternelle quand elle a été un petit peu castratrice, hyper sécurisante. Et puis après on peut avoir des problèmes plus de leadership sur comment je m'investis dans ma direction, je suis en transition de vie, je sais pas forcément quoi faire, je suis pas quelqu'un d'inspiré, difficulté à cultiver un bien-être, à prendre soin de soi, avoir une vraie hygiène, tu vois, pas se laisser tomber. Et après il y a les blessures individuelles que chaque homme peut avoir. Addiction au porno. Du coup, j'ai vu que c'était un des sujets que tu traitais. Ouais. Moi, c'est un problème. J'ai eu une addiction au porno. J'en suis pas complètement sorti d'ailleurs. Hein. Depuis mon adolescence, je me rends compte que ça a vraiment. Déjà, ça m'a causé des problèmes de troubles de l'érection. Donc ça a pollué toute ma vie
sexuelle, et en plus de ça, ouais, enfin, t'as pas une bonne estime de toi quand tu te rends compte que t'arrives pas à faire un truc que tu veux plus faire. Ouais. Enfin, que t'arrives pas à arrêter de faire un truc que tu veux Ouais. plus faire. Mais pour en parler avec beaucoup d'amis, c'est un problème qui est de plus en plus répandu. On est l'une des premières générations la première génération à avoir grandi avec l'internet au débit, tout ça, et ça va empirer. Il y a un vrai problème. Génération Y, on a été tapé par ça, et génération Z, bon, bah, ça a certainement déjà empiré. Réalité virtuelle, tout ça. Et ouais, puis je pense que quand tu vois comment la pornographie évolue, et qu'en fait c'est toujours nos limites, parce que le but c'est toujours d'aller chercher beaucoup plus, Ouais. et plus en plus tu as tendance à refouler les choses, plus tu crées des fantasmes, des désirs, des pulsions, et plus tu vas les assouvir dans ces endroits-là, tu vois. Ça, c'est un point très intéressant, parce que je pense que ça fait aussi partie du travail de guérison, de reconnaître. Comme on le parlait, comme on le disait tout à l'heure vis-à-vis par exemple de l'énergie du prédateur, à quel endroit est-ce que je suis en train de refouler quelque chose de naturel et que du coup ça explose et que ça ressort sous le tapis. Complètement, ouais. Et tu vois, les fantasmes dans le travail justement de l'ombre, c'est un fabuleux outil d'observation, parce qu'en général, tes fantasmes, je vais pas dire dictent, mais peuvent expliquer globalement ce que tu ressens, ce que tu as tendance à opprimer chez toi. Je vais prendre un fantasme qui est très bête, qui est par exemple l'homme qui est alpha, qui domine globalement déjà tout le monde par ses moyens, par ce qu'il fait, et qui va avoir comme fantasme de vouloir se faire pisser dessus par une femme, de se faire humilier, parce que ça vient justement à l'opposé de tout ce qu'il est, et parce que ce côté vulnérable, où je me sens plus bactère, chose que je me permettrai jamais dans mon quotidien, en réalité c'est aussi une part de moi qui est refoulée, que j'accepte pas. Donc dans mon ombre, dans mes fantasmes, ça vient me chercher là. Alors que l'homme, qui est en général plutôt castré, qui a du mal à prendre sa place, va arriver plutôt d'humilier sa partenaire, ou de la voir par exemple se faire prendre par plusieurs mecs, et c'est pas mal, c'est juste que ça vient mettre en perspective ce qui est refoulé, opprimé chez soi, et finalement je trouve que c'est une force de pouvoir déjà en parler, tu vois, de pouvoir l'assumer, de pas le cacher, et je trouve que c'est encore plus une force quand tu arrives à en parler dans le couple, parce que ça met en perspective certaines choses, et il faut qu'il y ait de la solidité émotionnelle pour que la personne le reçoive et que les deux soient OP, tu vois, mais je trouve que c'est un beau travail d'exploration. C'est super intéressant, parce que ce que tu dis, c'est qu'en fait le fantasme est un indicateur d'un refoulement. Complètement. Et donc ce fantasme, ça peut donner un indice, un axe d'évolution, un axe de travail. Donc soit en explorant le fantasme, mais ce que tu dis, ce que tu proposes, c'est que c'est pas forcément nécessaire, déjà le fait d'en parler. Et ouais, très intéressant. Ça peut aussi être la femme qui est dans une polarité très masculine au quotidien et qui a besoin de lâcher prise avec son homme. Complètement. J'ai eu des partages comme ça, j'en profite, de femmes qui... alors peut-être ça va choquer les personnes qui écouteront le podcast, mais c'est des choses qui arrivent, de femmes qui vont te dire, moi je suis dans une énergie très masculine au quotidien, et en fait moi mon fantasme un jour, ça serait de me faire plaquer dans la rue par un inconnu que je connais pas, mais qui me donne l'impression de me sécuriser et qui m'amène globalement là où il m'amène, tu vois, alors que pourtant avec mon homme, non, en fait j'arrive pas, parce qu'il est trop enfant, ou il se comporte de manière trop immature, ou il arrive pas à comprendre un peu mes besoins, ou il y a un truc compliqué à la maison, tu vois. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues de femmes pour avoir fait des retraites aussi mixtes, tout ça. Et sur le moment, tu tombes sur le cul, parce que tu dis, ah ouais, quand même, en fait. Alors qu'il n'y a pas de jugement derrière, mais en fait, oui, en effet, ça vient révéler des choses qui sont enfermées à l'intérieur de nous. Ouais, complètement. Et je pense que l'endroit où c'est difficile pour certains hommes à entendre, c'est comment on va l'interpréter. En fait, c'est vraiment une histoire d'équilibre et de nuance. C'est ça qui est très compliqué. Donc, je peux l'interpréter en mode... c'est une grosse salope et toutes les femmes sont des salopes et elles rêvent de se faire prendre. C'est pas du tout la réalité, en fait. Pas du tout la réalité. Je peux l'interpréter en mode je comprends pas. En fait, je comprends pas c'est quoi ce fantasme de ma partenaire qui rêve de, comme tu dis, se faire attraper par un inconnu, se sentir emporté, sécurisé, contenu. Et après, je peux dire, en fait, peut-être fondamentalement, dans l'énergie féminine, il y a ce besoin de lâcher prise et de se sentir contenu. Le contenant. Voilà. Complètement. Il y a ce côté de... En fait, finalement, tu vois, sur cette troisième point que tu abordes, y aurait-il pas un manque quelque part dans la relation, une chose qui n'est pas forcément apportée, dont elle a besoin, et qui lui permet pas de passer dans sa polarité inverse, et de retourner aussi dans ce côté féminin qui se détend et qui se dit au bout d'un moment, mon mec il est fiable, je peux lui faire confiance, et ça va, tu vois. Mais tant que je dois tenir les rênes de la maison, gérer les courses, les enfants, parce que monsieur est occupé et qu'il voudra pas faire la part des choses et il voudra pas forcément m'aider, je suis dans une énergie masculine qui est très présente, et de toute façon une femme c'est... Alors les hommes aussi, mais c'est très orienté sur est-ce que les besoins déjà autour de moi, ils ont été comblés pour que je puisse me détendre, être réceptive et prendre soin de mes besoins. Je pense que c'est important pour les hommes d'entendre ça et de l'intégrer, et je me rends compte qu'en fait c'est pas acquis pour beaucoup d'hommes
de ce fonctionnement du féminin. Et en même temps, quand on parle de ça, on se heurte aussi à des résistances chez certaines femmes qui sont dans un féminisme dur, qui en fait qu'elles sont dans une polarité masculine qui limite les emprisonne. Et j'ai vu ça aussi cette année dans des groupes, dans des ateliers que j'ai organisés, par exemple, ou des accompagnements que j'ai fait avec des femmes, que cette polarité masculine finit par leur coûter à elles. Très cher. Ouais. Souvent par un burn-out ou ce genre de choses. Puis Ouais. le fait d'être tout le temps dans sa polarité masculine, même au niveau de ton système nerveux, tu es toujours dans la branche globalement sympathique, donc go, en mouvement, en action. Donc il n'y a plus forcément le temps du repos et de la branche parasympathique. Et donc ça crée des inflammations, ça crée un burn-out de l'intérieur. Et il y a un moment où tu exploses en fait, parce qu'en tant qu'être humain, tu as ce besoin de pouvoir te balancer entre tes deux polarités, mais comme un homme qui a besoin des fois de Tout à trouver fait. aussi du calme, de ralentir, de se ressourcer, de faire son bain glacé et de pas être tout le temps en mode achiever, tu vois. Et le problème, c'est qu'une fois de plus, une femme qui est centrée vers l'extérieur parce que ça tourne pas ou que parce que sa présence est requise, à ce moment, elle peut pas revenir à l'intérieur en fait. Et donc, t'as des femmes qui... alors, t'as le côté féminisme et féminisme poussé à son extrême où tu vas voir les femmes qui vont dire mais on est complètement indépendante, et oui, complètement, et on n'a pas besoin des hommes, et puis on peut se démerder tout seul, et puis on devrait sûrement régner, tu vois, sur le monde, mais qui vont complètement aussi se couper finalement de leur essence féminine et qui vont ne plus souhaiter recevoir la moindre chose des hommes en fait. Et là on est dans un extrême, mais pour qu'on puisse fonctionner, autant les hommes que les femmes, on a besoin de donner, mais on a aussi besoin de recevoir en fait, tu vois. Tout à fait. Et ces polarités, il faut pouvoir les assumer, du moins les assumer, les accepter. On n'a pas besoin d'être 50-50, parce que souvent, tu sais, les hommes me demandent est-ce que je dois être 50-50 féminin, masculin. Je dis non, en fait, peut-être tu as une essence très masculine à 70%. Le tout, c'est que les 30% de féminin ne soient pas refoulés, qu'ils soient exprimés. Et quand tu as un moment de vulnérabilité ou que tu as besoin d'aide, ou que tu as besoin d'un moment d'introspection, ou d'aller marcher en nature, ou un truc très yin qui te fait du bien, fais-le en fait. Ouais, carrément. Dans tout ce contexte de prise de féminisme un petit peu, de féminisme antagoniste, de femmes qui se réapproprient ce masculin, j'interprète un petit peu ce phénomène, enfin la réaction des hommes en mode soit on revient au truc de base et on redevient des machos misogynes, tout ça, donc il y a ce phénomène-là. Ouais. Et il y a l'autre phénomène qui est on a aussi des petits garçons, des jeunes hommes qui finalement ne développent plus ce masculin, ne développent plus cette virilité parce qu'ils l'associent à quelque chose de négatif. Et donc, ça nous amène différents masques. Je sais que c'est des choses dont tu parles et ça m'intéresse d'aller là avec toi. Par exemple, le masque du gentil garçon. Tout à l'heure, tu parlais de l'enfant. Pour moi, tout ça, c'est des dysfonctionnements en partie dus à ça. Je dis pas qu'il y a plus de choses, mais c'est comme ça que je le vois. Alors, comment est-ce que tu vois ces choses-là dans ton expérience? Comment est-ce que tu as travaillé sur ces deux masques-là? Et comment est-ce que tu aides les gens à dépasser ça? Dans mon expérience, alors moi, tu vois, j'ai eu le gentil garçon parce que j'ai eu aussi le rôle d'enfant aîné, donc de modèle aussi, qui devait bien faire les choses. Et j'ai eu aussi un manque de figure paternelle, une idéalisation de ma mère, et à vouloir toujours plaire aussi au masculin, au féminin justement. Et en fait, je me suis au bout d'un moment enfermé comme je pouvais, tu vois, avec les outils que j'avais dans un rôle. Et c'était beaucoup plus facile en effet de paraître gentil pour pas désobéir et pour être plaisant et par peur aussi de décevoir, tu vois, et d'être rejeté d'une certaine façon. Donc c'est quelque chose que j'ai continué après à jouer par la suite. Et quand j'ai continué à grandir, en fait, on disait souvent Chris, il est trop gentil, c'est vraiment un gentil gars. Mais quand ça devient trop, c'est que ça cache quelque chose, tu vois. Parce que tout le monde est gentil, il n'y a pas de sombre connard. Il y en a, mais bon, voilà. Et là, ce moment-là, c'est que c'est venu pointer du doigt. Qu'en fait, en effet, je tenais un masque parce que je tenais un rôle, parce que j'avais pas envie de passer pour un méchant gars, j'avais pas envie d'être rejeté en fait et de montrer qui j'étais, tu vois, parce que j'ai aussi ce côté un peu foufou, je peux avoir des côtés que j'ai pas envie de montrer parce que je me sens pas à l'aise de les montrer. Et en fait, je me suis cantonné tout simplement à ça. Et ce gentil garçon, il a été hyper collé en fait au rôle de l'homme enfant en fait, parce que quand t'es le gentil garçon, t'es gentillet, mais pour le coup, tu t'assumes pas trop dans ta direction, tu t'affirmes pas trop, tu prends pas non plus trop ta place, tu dis pas tout à fait les choses, tu communiques pas vraiment tes besoins, tu poses pas les limites, ou sinon t'as rendu les ongles, tu vois. Et ça, dans le couple, ça ressort à fond au bout d'un moment, surtout quand t'es avec une personne qui prend naturellement le lead. Et au bout d'un moment, tu le ressens en termes de reproches, mais tu sens qu'en fait, en réalité, tu te trahis toi-même. Tu te trahis toi-même parce que tu n'honores pas l'homme que tu es, l'homme dans toute sa puissance, dans toute sa beauté, et de quoi tu es capable. Et donc, tu as tendance en fait à te laisser vivre, à être hyper passif, en fait, tu vois, dans ce gentil garçon et dans cet homme enfant.
Ouais, fascinant encore une fois pour moi à quel point les femmes, tu vois, perçoivent le truc et limite elles nous en veulent quand elles sentent que on est dans, tu sais, le côté je dis pas exactement ce que je pense Ouais, ou j'essaie d'arrondir les angles. Dans mon expérience, parce qu'intuitivement, tu vois, il y a un truc où elles sentent que t'es pas dans ton authenticité et complètement. elles ont envie de te buter. Et du coup, c'est là où le côté sombre du féminin sort, tu vois, elle va t'attaquer parce que. Et en fait, c'est souvent ça qui se joue. Ça me parle tout ce que tu dis. Je pense que j'ai vécu tout ça aussi. Moi, le masque du gentil garçon, je l'ai. Tu fais le rapprochement avec la mère, et je pense qu'il y a un truc effectivement à cet endroit-là. Moi, je me suis rendu compte dans mon histoire que c'était être le fils idéal, Ouais. être le fils idéal, pas vouloir décevoir ma mère. Mais en fait, ce faisant, c'est pareil, tu restes un garçon, en fait, tu deviens jamais un homme. Parce que C'est bien le problème, parce que le cordon n'est pas coupé. complètement, Ouais, le cordon est pas coupé, donc à un certain niveau, tu laisses tes couilles chez ta mère. c'est ça. Dans l'histoire de Iron John, super livre aussi. Pour que le garçon commence son aventure pour devenir un homme, il faut qu'il récupère une clé qui est sous l'oreiller de sa mère. La symbolique est très Hmm. intéressante. Il y a vraiment un truc à cet endroit-là. C'est une conversation que j'ai eue récemment aussi avec des amis, tu vois. Dans ce côté, dans les rituels initiatiques, on sépare symboliquement l'enfant Complètement. de la mère. Ouais. Et ce que tu dis, tu sais, dans les rituels initiatiques, ça part toujours de l'archétype du guerrier. Et ce qu'on voit, en fait, tu sais, par exemple, les archétypes, on les a à l'âge mature, mais on les a aussi à l'âge un peu plus immature, quand on est plus jeune. Et donc, tu as l'enfant roi, l'enfant oedipien, donc Ouais. l'amant, Ouais. l'enfant magicien, et tu as l'enfant héroïque, qui est le guerrier. Et en fait, tu migres sur le dernier, au dernier moment, en fait, sur l'enfant héroïque, parce que c'est le mouvement, c'est l'action, c'est je sors d'eux, je pars à la rencontre, je vais faire un peu mes premières cascades, et je sors des jupons de maman. Et tu vois, la clé que tu prends, c'est un petit peu, c'est un petit peu la clé que l'enfant héroïque prend pour aller à l'aventure et pour, tu l'as dit en fait, pour partir à l'aventure. Et ce passage-là, il est hyper important. Et normalement, ce passage-là, il est facilité par le père qui prend l'enfant par la main et qui lui dit au bout d'un moment, t'as un petit bonhomme, mais là, tu deviens un grand garçon et bientôt tu vas être un adulte. Et le rite de passage, c'est au bout d'un moment, je te sors des jupons de maman et tu vas te confronter à la dure réalité de la vie. Et tu as des rites de passage, par exemple en Amazonie. Moi, j'ai souvent travaillé avec le combo. Je pense que ça doit te parler. C'est voilà, un poison assez fort. Une médecine qui est magnifique. Dans certaines tribus, tu as les fameux 100 points de combo sur la colonne vertébrale, donc dans le dos, où tu souffres. C'est atroce, mais à partir de là, une fois que tu as passé ça, tu es un grand garçon et tu as compris à quel point la vie elle pouvait être dure. Et donc, tu as fait ton rite de passage. Ou ça peut être, je te laisse pendant 3-4 jours dans la jungle, tu dois me ramener une panthère, et puis après, on en parle, tu seras un garçon. Tu vois, c'est intéressant cet endroit de la conversation parce que on est dans des sociétés où ça n'existe plus vraiment. Non. Et donc on pourrait se dire, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas se mettre en danger? Est-ce que c'est pas... Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas dans la masculinité, dans le fait de devenir un homme, ce besoin naturel de se confronter à la difficulté, au challenge, au danger? Et ça, c'est un sujet très sensible. Ouais. C'est un sujet très sensible, notamment... je pense à mon audience qui a l'habitude très souvent de m'entendre parler de spiritualité ou de choses qui sont beaucoup plus dans la sensibilité. Je sais que quand j'amène ces sujets-là, c'est un truc qui... On a l'impression qu'on ne peut pas concilier les deux. Ouais, que ça clash. Complètement, que c'est Mais, opposé. Ouais. mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement vrai là-dedans. Et en tout cas, ma perception aujourd'hui, ma méditation du jour m'amène à me dire que dans ma vie d'homme, en fait, je me sens grandir dans le challenge en fait, Ouais. et que quand je refuse le challenge de ma vie, l'aventure de ma vie, je peux entrer dans la dépression, tu vois. Ouais, complaisance, dépression. Tu l'as dit un moment en fait, et tu sais, j'ai souvent quand je fais des posts sur Instagram, Ouais. des femmes qui me disent mais pourquoi encore du dépassement? Toujours du dépassement, vous êtes des mecs, vous en avez déjà. Il y a dépassement et dépassement. Et quand tu te retrouves dans un cadre plus initiatique, entre hommes, notamment dans un cercle d'hommes, et que tu es confronté à certaines choses, avec des travaux de sincérité radicale, ou avec un bain glacé, où tu vas chercher des températures très basses et tu vas te dépasser, mais dans un cadre fraternel qui est là aussi pour te pousser,
bah, il y a ce moment où tu vas aller chercher une forme de spiritualité, tu vas aller à la découverte de toi. Quand tu es dans un bain glacé qui est à 0 degré, que tu y es depuis 10 minutes déjà et que tu n'as jamais fait ça, il y a un moment où tu es dans un état de vide qui te permet de ressentir des choses et de capter des informations que tu n'avais pas forcément en fait dans le quotidien. Donc c'est pour ça que tu vois, souvent on pense qu'il y a des valeurs qui sont opposées un peu comme discipline et liberté, mais non, discipline permet liberté. Ben, pour moi, tu vois, le dépassement permet une forme de spiritualité. Et c'est souvent, j'aime bien tenir ce discours parce que il y a un petit peu le féminin aujourd'hui qui veut pousser les hommes au dev perso parce qu'on a besoin d'hommes qui se sensibilisent. Et pour moi, l'homme est sensible de base, il est parfois un peu verrouillé. Mais il faut pas oublier que les hommes ont aussi leur propre forme de dev perso. Moi, quand je vais partir, par exemple, 2 jours à la montagne, marcher, prendre mon bain de nature, je fais mon dev perso à moi, à ma façon. Et des fois, ça me fait beaucoup plus de bien qu'un livre, tu vois. Donc, c'est pour ça que, tu vois, parfois on a tendance à penser que spiritualité ou dev perso, c'est juste ça. Mais ça peut être tellement de choses. Ça peut être dans le dépassement de soi, ça peut être dans plein de choses, en fait. Super intéressant. Il y a une phrase que tu as dit qui m'a beaucoup marqué, c'était les hommes sont sensibles, cette sensibilité est juste parfois verrouillée. Je trouve ça très intéressant. Et là, tu dis aussi que au final, il y a différentes modalités de développement personnel et on ne peut pas calquer. Peut-être que c'est un des écueils aujourd'hui de vouloir calquer un mode de fonctionnement féminin ou un développement personnel plutôt féminin sur des hommes, alors qu'en fait, peut-être que les hommes ont besoin de quelque chose de différent. Après, justement, ça nous amène à le féminin chez l'homme, la sensibilité que tu disais qui peut être verrouillée. Ça, c'est une thématique intéressante aussi, du coup. C'est un des premiers podcasts que j'avais fait, être un homme sensible, pour l'interrogation. C'est un gros sujet parce que la sensibilité, elle peut être à la fois... Bah, tu sais, souvent, on a un petit peu les deux. Aujourd'hui, je vois que ça bouge quand même, les lignes bougent. Aujourd'hui, des fois, j'ai l'archétype de l'homme très sensible, même yin, vulnérable, qui est hyper à l'aise avec, mais qui a, par exemple, la blessure de la honte d'être un homme, donc qui refoule tout le côté masculin, tu vois. Et parfois, je vais avoir le mec un peu plus alpha, un peu plus testostéroné, qui va opprimer cette sensibilité parce que bah, c'est de la fragilité, c'est de la faiblesse, c'est de la vulnérabilité, c'est pas bon pour avancer. Et puis, papa, de toute façon, m'a dit qu'il fallait pas être sensible, ou m'a fait comprendre, parce que je regarde plus ce que fait mon père que ce qu'il me dit. Et en fait, en tant qu'homme, comme je le disais, on a tous de la sensibilité, c'est juste qu'en effet, parfois, elle est verrouillée. Et moi, je le vois, tu vois, dans les cercles d'hommes, quand je propose justement du breathwork, donc qui est une activité de libération émotionnelle, parfois les gars sont hyper surpris. J'amène le truc hyper terre à terre. On va respirer comme des sportifs, ça va nous permettre de passer dans différents états cérébraux, ça va nous permettre de ressentir les choses, puis on y va, on est tous ensemble, on met au lean. Puis des fois, tu as le mec le plus alpha du groupe qui se met à pleurer, à chialer tout ce qu'il peut, et qui se libère. Et en fait, quand tu le vois, bah, en fait, tu vois qu'il y a un homme qui est hyper sensible. C'est juste qu'il a dû grandir avec un certain archétype. Peut-être qu'il a grandi dans la street, et il n'avait pas le choix, il fallait être fort. Et donc lui, dans son ombre, c'est comment dire, c'est être par exemple un gentil gars. C'est-à-dire que pour lui, c'est inconcevable d'être un gentil gars. Parce qu'un gentil gars, c'est de la faiblesse, tu vois. Et c'est beaucoup plus facile de faire le méchant gars, tu vois. Et lui, il aura besoin de travailler cette sensibilité et de travailler aussi cette gentillesse parce qu'en fait, c'est un gentil mec au fond. C'est juste qu'à un moment, il a dû mettre une armure pour survivre. Ouais, en fait, c'est de trouver la justesse, l'authenticité, l'essence de chaque personne derrière les couches d'oignon, derrière les couches de traumatisme ou de conditionnement. Et donc, et ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une manière d'être un homme en fait. Il n'y a pas une manière de s'approprier ses polarités masculin et féminin. Parce que là, tu dis, et pareil, c'est une thématique intéressante, être un homme sensible. Bah, il y a les deux. Il y a être un homme sensible. Il n'y a pas juste être sensible, parce que là, c'est la thématique du masculin, du coup. Un homme sensible, mais du coup, si cette sensibilité, c'est au point de refouler sa masculinité, c'est problématique. Et après, l'autre côté, c'est être un homme, ou être masculin, ou être viril. Mais si c'est pour verrouiller ton intériorité, ta sensibilité, c'est aussi problématique. Complètement. C'est finalement, tu vois, cette sensibilité, à quel point j'en fais une force, parce que c'est un outil incroyable, parce que cette sensibilité, elle me permet de capter tellement d'informations sur moi, sur ce que je ressens, et ça me permet de voir beaucoup plus d'éléments sur la carte, tu vois. Donc même dans mes décisions, dans ce que je vais faire, c'est beaucoup plus évident. Et en même temps, ça m'empêche pas d'être dans ce monde du et, qui me permet d'utiliser aussi ma force intérieure, qui permet d'utiliser un peu plus ma virilité, ma testostérone pour mettre en mouvement, pour avancer. Et c'est finalement quand j'arrive à concilier ce monde du et pas de ce monde du où je suis soit sensible, ou je suis soit l'autre, et je dois trancher entre les deux. Et si tu es l'autre, de toute façon, bah, c'est mauvais, donc j'ai tendance à l'enfermer. Donc tu vois, moi, c'est ce que je fais dans les cercles d'hommes, c'est en fait leur faire comprendre que peu importe que tu sois un alpha ou un mec sensible, en réalité, t'es déjà les deux à la base. C'est juste qu'il y a une partie qui est un petit peu endormie. Parce qu'en fonction de comment tu as grandi, des conditionnements que tu as eu autour, des images parentales que tu as pu avoir, des modèles que tu as pu avoir, il y en a une quand tu as enfermé, il y a une carte que tu joues un petit peu plus. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, dans ton quotidien d'homme,
tu as besoin de bouffer l'ensemble de la carte parce que la carte, quand tu bouffes l'ensemble de la carte, ça te permet d'utiliser toutes tes qualités, ça te permet d'utiliser toutes tes facettes et en fonction des différentes thématiques de ta vie, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Alors que quand tu restes cantonné juste à un rôle, soit le rôle du gentil garçon ou de l'homme enfant ou ce genre de choses, il y a un moment tu es bloqué en fait et t'en souffres énormément. Et c'est un truc que j'ai remarqué chez les hommes, c'est que des fois on souffre dans la solitude, c'est-à-dire qu'on va pas aller vers les autres pour dire qu'on est en train de souffrir et on va préférer intérioriser ça et être une fois de plus dur avec soi-même que d'être justement vulnérable et de dire j'ai besoin d'aide. Et même les hommes sensibles. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, ouais. Même les hommes qui ont une très grande sensibilité. Des fois, préfèrent souffrir dans l'ombre. Ouais. Tu penses que c'est dû à quoi? C'est une très bonne question. C'est... je pense que, tu vois, même quand tu es un homme sensible et qui assume un peu cette sensibilité, moi j'ai eu pas mal d'hommes sensibles dans mon cercle d'hommes qui me disaient, mais en fait, tu vois, face à mes collègues de boulot, bah, je joue quand même ce masque un peu de mec alpha, alors que, en fait, pas spécialement, tu vois, j'ai une grande sensibilité, moi j'aime plein de choses, mais j'en parle pas parce qu'avec eux, c'est pas reconnu. Et j'ai peur d'être jugé. J'ai peur que ma sensibilité, elle soit jugée par les autres, à défaut que moi je la reconnaisse. Est-ce que pour autant je l'accepte et je l'assume complètement et je la montre à tout le monde, ou est-ce qu'en effet j'ai peur que ça soit jugé et j'ai tendance à l'enfermer? Ce qui fait que finalement, tu vois, cette sensibilité, même quand tu l'as, tu peux avoir tendance à l'opprimer alors que pourtant tu es plutôt à l'aise avec, quoi. Ouais, moi si je regarde dans mon histoire, je pense la sensibilité en tant qu'adolescent, tu la mets de côté entre mecs. Parce que ça se challenge, ça se, tu vois. Puis on est dans l'âge un peu con, quoi. Donc, ça se teste, voilà. Je crois que je disais une fois dans un podcast que moi, la chance que j'ai eue, parce que étant hypersensible dès le début, tu vois, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des capacités athlétiques. Ça fait que les autres hommes, les autres garçons m'ont respecté. Parce que je courais vite, parce que j'étais fort. Mais si j'avais pas ça, je pense que ça aurait été très dur pour moi. Parce que j'étais super sensible à fleur de peau. Et tu vois, tout le travail, en fait, ça a été de... Bah, je me suis coupé de ça. J'ai refoulé ce truc-là. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que tout au long de ma vie, j'ai rencontré des filles et des femmes qui n'étaient pas dupes, qui savaient qui j'étais. C'est juste que moi, je n'étais pas encore au courant, tu vois. Encore une fois, le féminin est fascinant à cet endroit-là, enfin l'intuition. Et du coup, tout le mouvement ces derniers temps, pour moi, c'est de revenir à accepter que ça fait partie de moi, cette sensibilité, mais elle est aujourd'hui contenue dans une structure masculine, en fait. Mais il y a une structure, il y a des fondations, il y a des piliers qui m'aident. Je pense que c'est à cet endroit-là où c'est vulnérable, c'est très sensible pour les hommes. Si je montre cette sensibilité, est-ce que je vais pas me faire attaquer, ou est-ce que, autant par les hommes que par les femmes, est-ce que les autres hommes vont considérer que je suis pas un vrai homme ou je suis pas suffisamment fort? Et est-ce que les femmes vont être attirées par moi, tu vois, en exprimant ça? Tu peux avoir... pour une partie des femmes et pas pour toutes, parce qu'aujourd'hui tu as de plus en plus de femmes qui veulent des mecs sensibles, tu vois, qui s'expriment, qui communiquent, qui disent ce qu'ils ont sur le cœur. Et en même temps, pour certaines femmes, ça peut être, en fonction des modèles, hyper insécurisant d'être avec un homme un peu trop sensible ou un peu trop vulnérable. Qui parle un peu trop. Ou qui parle un petit peu trop, tu vois. Donc après, il y a toujours un jeu de polarité dans la relation de couple. Et c'est pour ça que, tu vois, une fois, j'ai une femme qui m'a posé, c'était un interview pour un journal, je sais plus lequel, qui m'a posé la question de, on parlait de la sensibilité de l'homme, et qui m'a dit, ouais, mais attends, mais dans l'autre sens, justement, si l'homme il est trop sensible, c'est hyper insécurisant pour la femme, parce que c'est elle la femme, c'est elle qui est censée être sensible, tu vois, donc on est beaucoup dans les trucs de genre, quoi. Et je lui dis, en même temps, il peut pas non plus se couper de sa sensibilité, le tout c'est que ça dépend de sa posture, c'est-à-dire si je suis sensible, mais je reviens dans l'archétype du guerrier masochiste, où je me lamente, où j'en fais des caisses, où tu vois, je suis vraiment dans la drama queen, bien sûr que je vais être hyper insécurisant, même pour moi je le suis. Si par contre j'exprime ma sensibilité, mais que je tiens ma position et que je reste aussi force de proposition pour moi, pour aller de l'avant, et que je fais pas ma drama queen, c'est pas la même sensibilité. J'ai un homme qui se responsabilise, qui a sa souveraineté et qui est une forme pour moi d'inspiration, en fait, tu vois. Donc ça part pas de la même énergie, en fait. Ouais, en fait, le mot-clé que tu viens de dire, je pense, c'est vraiment cette souveraineté. Ouais. Souveraineté de son intériorité, souveraineté de son émotionnel. Ouais. Donc c'est pas l'homme qui dépose, qui déverse ses émotions sur sa partenaire. C'est l'homme qui est souverain, mais qui est en même temps capable de dire voilà ce que je ressens, voilà où j'en suis. J'ai pas nécessairement besoin que ce soit toi qui t'occupes de mon émotionnel, mais je te communique. Je te le dis, parce que je fais ma vie avec toi et c'est important que tu le saches. Exactement. Et là, ça va pas, mais voilà, je sais que je peux être aussi responsable de ce que je sens et je peux move on, quoi. Je peux aller de l'avant. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est intéressant parce que finalement, je me retrouve dans ton expérience. Moi, j'ai besoin de me retrouver à certains moments, soit avec des hommes, faire de la boxe ou faire une randonnée, je sais pas, ou soit tout seul aussi. Et parfois ça me
ça me permet justement de recharger un truc à l'intérieur de moi. Ouais, complètement. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi, peut-être ce besoin masculin, peut-être masculin, je ne sais pas, ou pas, de temps en temps de prendre un break du féminin, tu vois. Ouais. Et mon expérience, c'est que parfois les femmes se sentent rejetées par ça. Parce que souvent, ça peut pointer du doigt il y a quelque chose que je fais de mal ou ça va pas dans notre couple. C'est ça. Souvent. Alors que pas forcément, c'est que des fois, on a besoin pas de prendre l'air, mais comme les femmes parfois ont aussi besoin de prendre l'air, Tout tu à vois. fait. Et tu vois, nous, c'est un constat qu'on s'est fait avec ma partenaire récemment. Aujourd'hui, on préfère, quand on sent que la température est pas très bonne, passer des moments séparés, parce qu'on sent que ça va pas le faire. Tu sais, des fois, tu prévois des activités. Demain, ça te dit, on va randonner, tout ça. Tu te lèves le matin, tu sens que l'énergie, elle est pas là, il y a déjà des accrochages. Autant ne pas faire cette journée qui était prévue, autant prendre un moment séparé, tu vois, et chacun prend l'air, et on se retrouve pour du meilleur. Et en même temps, tu vois, dans le quotidien de l'homme, moi, je le vois, j'ai des moments où j'ai besoin, j'appelle beaucoup ça vacuité, j'ai besoin de faire le vide, en fait. J'ai besoin de revenir à moi, parce que je trouve que déjà, l'environnement qu'on a aujourd'hui, il est tellement sollicitant. On est des générations hyper connectées. Des fois, juste écouter et vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur, respirer juste tranquillement, ça devient même limite compliqué, surtout quand tu as un boulot qui est prenant, qui peut être stressant. Et puis quand tu es toujours en fait avec ta partenaire, il y a ce moment en fait, tu t'écoutes plus en fait. Tu écoutes beaucoup le couple, tu sais le couple c'est une entité et c'est important, mais il y a ce moment où il faut pas s'oublier aussi dans le couple. Et il faut aussi savoir se prioriser, il faut se donner aussi des moments pour soi. Ouais, c'est super important. Comment est-ce que pour revenir à justement, vu qu'on est sur le couple, il y a eu ce constat dont tu parlais tout à l'heure de je prends pas ma place et ma partenaire en pâtit. Qu'est-ce qui a changé quand tu as commencé à prendre ta place? Et surtout, je suis curieux de savoir quelle forme ça a pris. Tu vois, parce que c'est intéressant, ce qui est cool dans l'histoire que tu racontes, c'est qu'en fait, vous avez réussi à travailler sur ça, ouais, et à construire, à avoir un espace qui vous permet, tu vois, de vous épanouir et de sortir, tu vois, votre essence. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vécu? Ça a été, tu vois, ça a été par rapport au voyage. Parce qu'en général, je lui laissais tout faire. Prendre les billets d'avion, organiser. Et puis comme je partais du principe que c'était surtout elle qui voulait voyager, bah, je me mouillais pas trop, tu vois. Et le problème dans ça, c'est que ça lui crée une charge mentale énorme, en fait. Et quand le féminin, mais même l'homme, a une charge mentale énorme, la réceptivité est coupée. Donc ça vient jouer sur l'intimité, libido, puis t'en vas un petit peu à l'autre. Tu lui reproches pas forcément parce que c'est toi qui as voulu partir en voyage. Mais en fait, il y a eu ce moment où ça a été posé sur la table. J'en ai marre à chaque fois de tout m'occuper. T'es pas un enfant, c'est un voyage qu'on fait à deux, qui nous demande des ressources tous les deux. Et c'est bien si tu peux t'investir dedans. Et la première action que j'ai commencé à faire, c'est tout simplement de réserver les billets d'avion, d'anticiper un petit peu les logements, de lui faire des propositions, pas d'imposer, d'être dans ce masculin qui propose, tu vois, on est à deux, tu vois, on prend la décision ensemble, mais d'être proactif par rapport à ça et d'arrêter de me laisser porter, tu vois. Et ça a été le premier travail et ça lui a permis de décharger mentalement et d'avoir un peu plus de temps pour elle ou des fois même pour se concentrer sur son business ou ce qu'elle voulait développer. Et moi, en fait, tout simplement, alors oui, au début, c'était pas fun, tu vois, de réserver des choses, mais ça m'a permis de me sentir beaucoup plus engagé et investi dans mon couple. Et c'est là où, tu vois, j'ai pointé du doigt qu'en effet, parfois les mecs, il y a un peu cette peur de l'engagement, il y a un peu cette difficulté à s'engager. Et un couple, en fait, quand tu veux vivre la relation, tu peux pas juste mettre un pied dedans et dire allez, je m'engage un petit peu, on va voir comment ça fonctionne. C'est soit j'y vais à fond, je mets all-in, mais c'est comme demain tu fais un enfant. C'est soit tu y vas à fond, tu fais all-in, mais tu vas pas à moitié en fait. Parce que c'est des décisions qui sont importantes, tu as la responsabilité d'eux, c'est une entité par exemple de couple, on avance ensemble, on est dans la même équipe, et ça j'ai mis du temps tu vois, à le travailler, parce qu'au début j'avais tendance avec mes insécurités à tirer la couette dès qu'il y avait un problème, ou à me dire on est incompatible, ou ça va pas, tu vois. Et il y a un moment où en fait j'ai une personne en face de moi hyper résiliente qui m'a dit tout simplement arrête de regarder à ton niveau, on est un couple. Là ça va pas, là c'est dur, mais regarde, moi je vais pas tirer la couette de mon côté, on va trouver des solutions à deux. Et quand on a des projets à deux, quand on construit des choses ensemble, on s'y met à deux, tu vois. Et ça a été un premier travail de je deviens ce masculin qui est beaucoup plus soutenant, qui fait partie de la partie justement, et qui décharge le féminin, tu vois. Ouais, prendre le lead, te réapproprier une part de souveraineté, ouais, même au sein de ce couple. Ouais. Et le côté qui émerge de cette conversation, qui est un peu inattendu peut-être pour beaucoup d'hommes, c'est que le couple peut être un espace de maturation pour le masculin aussi.
À 1000%. Et c'est toutes les histoires que tu racontes. Donc, ces problématiques de peur de l'engagement qu'on ressent tous en tant qu'homme, je pense, certaines femmes le ressentent aussi. Ouais. Peut-être que ça, c'est des choses aussi, en tout cas la peur de l'engagement que tu rencontres dans tes accompagnements. Je suis un des concernés par la peur de l'engagement dans le couple, de fou. Mais ouais, tu vois, moi, je reviens j'entends ton histoire et je reviens, moi, à cette première relation de couple qui m'a beaucoup marqué, où il y avait quand même, on était jeunes, mais il y avait quand même déjà une maturité. Et ouais, cette femme m'a aidé à contribuer aujourd'hui à faire de moi l'homme que je suis, en tout cas, ne serait-ce qu'en me montrant certaines pistes, en exprimant certaines frustrations, tu vois. Ouais, mais complètement. J'ai capté des trucs. Tu l'as dit, en fait, le couple, c'est vraiment le lieu, alors de mon expérience, là où tu peux vraiment travailler le plus sa masculinité, parce que tu vois que ce soit les parts, les insécurités, le rapport au féminin, la sexualité, les conditionnements, la pornographie, ou ce genre de choses, ce que tu viens projeter dans ta relation de couple, tu peux venir travailler tout ça, en fait, tu vois. Et moi, par exemple, on avait parlé tout à l'heure de l'idéalisation de la mère. Bien sûr, comme j'idéalise ma mère, qui est une femme forte, qui est une femme incroyable, qui est la maman africaine, hyper inspirante, qui est venue de super loin, je vais chercher naturellement une femme forte de manière très inconsciente, tu vois. Mais en même temps, cette femme forte me confronte au fait que je suis encore un petit enfant dans les jupons de ma mère, et qu'il serait bien que je coupe le cordon avec ma mère pour que je sois aussi l'homme qui est avec elle, tu vois. Et ça, je l'ai eu, mais parce que c'est le couple qui me l'a apporté, c'est aussi cette femme en face de moi qui me l'a apporté, et je vois comment ça m'a permis aussi de m'émanciper. Tu sais, quand je suis parti en voyage, la première culpabilité que j'ai eue, c'est je vais vivre loin de ma mère, et j'ai l'impression de trahir un peu ma famille, et en plus moi ça va, je voyage, je développe mon activité, et j'ai l'impression que parfois c'est dur en France pour eux, et je m'en voulais en fait. Et ça venait du même endroit, de la même énergie, de cette idéalisation, de ce cordon qui n'était pas coupé. Et un jour, j'ai ma mère au téléphone qui me dit, qui me reproche, qui me dit ça fait 3-4 ans, j'ai l'impression de plus connaître mon fils, je sais plus ce que tu fais de ta vie, on s'appelle de temps en temps, tout ça. Et je me décompose, tu vois. Et elle est venue toucher une faille qui était très présente. Et en même temps, j'ai ma partenaire, Chloé, de l'autre côté, qui me rattrape et qui me met une baffe dans le sens inverse en me disant mais t'es plus un petit enfant en fait, t'es un adulte. Tu peux dire les choses à ta mère aussi en tant qu'adulte, et tu peux lui dire la vie que t'as choisie, mais tu peux faire en sorte d'être aussi présent pour elle et de t'engager, tu vois, et de montrer que tu l'aimes, tu vois. Et en fait, je me suis fait baffer par les deux femmes, ça m'a fait du bien, tu vois, et ça m'a fait maturer, tu vois. On a besoin de ça de temps en temps, on a besoin des baffes du féminin. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, cette thématique de la séparation avec la mère. Parfois, c'est aussi déplaire à la mère. Quand tu es enfermé dans ce côté gentil garçon, parce que, par exemple, ta mère projette sur toi l'image du papa, du mari qu'elle aurait aimé avoir, ou faut pas que tu sois comme papa, soit qui est parti, soit qui a été abusif, donc sois un bon garçon mon fils. Mais ce faisant, il y a un truc qui est castrateur qui se développe, et du coup c'est aussi ça pour les hommes. Devenir un homme, c'est couper ce cordon comme tu le dis, prendre le risque de déplaire, prendre le risque de s'affirmer vis-à-vis de sa mère. Après il y a aussi le travail avec le père, mais j'ai envie de te demander justement par rapport à ton rapport au père, parce que c'est une thématique quand même. Tu as parlé d'une absence. Une absence, surtout dans le fait qu'en fait, tu vois, genre, quand je parle de mon père, je parle toujours des langages de l'amour, parce qu'en fait, j'ai pas reçu l'amour comme je le souhaitais. Ou parce que j'ai une mère en face qui m'a donné un amour en abondance, mais dans la valorisation, dans le câlin, dans la tendresse, et chose que certainement j'avais besoin pour pouvoir grandir. Et j'ai eu un père qui a été beaucoup plus dans le service rendu que dans les autres langages de l'amour, et j'ai toujours eu cette sensation que mon père m'aimait pas, ou me rejetait d'une certaine façon. Ou qui me voulait pas, tu vois. Je me suis posé toutes ces questions, et ça a créé des failles, tu vois, à l'intérieur de moi, jusqu'à un moment, jusqu'à ce que je comprenne que lui aussi avait eu un père, qu'il avait aussi une histoire, que ça n'avait pas toujours été compliqué, qu'il a été adopté au bout d'un moment, qu'il a été laissé quand il avait 5 ans. Et là, tu commences à dézoomer, à prendre du recul et te dire, bon, ce n'est pas que moi, tu vois, il y a un truc qui se transmet visiblement de génération en génération, et il y a des blessures, et en fait, c'est un homme qui fait du mieux qu'il peut, qui n'a pas eu de mode d'emploi, et qui me donne de l'amour comme il peut, tu vois. Et ça, j'ai mis peut-être, c'est vraiment vers 22-23 ans que j'ai commencé à le comprendre, et commencé à m'adoucir par rapport à mon père. Là où avant ça pouvait monter très fort parce que j'avais des formes d'injustice. Je me rappelle de moments dans la cuisine où je tape dans le mur très fort, mais d'une violence, parce que j'ai envie de mettre sur mon père, en fait, parce que je lui en veux, parce que je trouve que c'est injuste de sa façon dont il se comporte avec moi, tu vois. Je vais me calmer parce que ça va devenir émotionnel, mais je revis ça, tu vois. Et en même temps, je vois l'homme qui est blessé, je vois l'homme qui a été meurtri, et je vois à quel point je l'aime, tu vois. Et je vois à quel point, en fait, il fait du mieux qu'il peut. Et ça, j'ai mis que du temps avant de le comprendre, tu vois. Donc je parle de manque de la figure paternelle, parce que oui, j'aurais aimé avoir un père qui me transmette certaines choses et qui m'aide à m'émanciper peut-être de ma mère, et ça je te dis ça, mais c'est hyper inconscient, tu vois. Et en même temps, comme chaque être humain, tu fais du mieux que tu peux, tu vois, et t'as ce que t'as, et puis après, tu fais ton chemin d'adulte et tu vas travailler sur toi, déconstruire, et t'essayes d'être un meilleur père pour la suite, quoi. Ouais, ça me parle, ce que tu dis, ça me touche.
dans mon histoire et ma réflexion aussi, ça a été un sujet important et j'ai du mal à en parler. J'ai fait un podcast entier sur la relation père-fils. Pour moi, et je crois que c'est un travail très important en tant qu'homme, c'est aussi à un certain moment, en tout cas moi j'ai été dans le rejet du père. J'ai été dans le rejet de cette figure que je trouvais trop dure, trop autoritaire. Et tout le travail, ça a été, même si j'aime pas ce mot de travail, en tout cas tout le mouvement a été de comprendre mon père. Moi, le voyage, ça m'a permis de me sentir plus proche de mon père, parce que mon père, il est né en Algérie, il est venu travailler en France, il parlait très peu le français, etc. Enfin, choc culturel, tout ça. Moi, quand je pars vivre en Australie, alors que j'ai fait des études d'anglais, tu vois, je suis dans une autre culture, des fois les gens me comprennent pas, du coup là je repense à mon père. Ouais. Ah, ça a dû être dur ce qu'il a traversé. Ok, tu vois. Et je commence à me... Et ce qui est intéressant, c'est que plus je prends de l'âge et plus je me sens proche de mon père dans les problématiques d'hommes et dans les problématiques masculines, et je me rends compte aussi de tout ce que je prends de lui, tu vois. Ouais. De toutes les qualités que j'ai grâce à lui. Et en fait, moi, ça m'a fait énormément de bien à un moment d'arrêter la guerre que j'avais, même inconsciente avec mon père. De dire j'ai pas aimé comment il m'a aimé, ou j'aurais aimé qu'il soit là à certains moments, où il a été très dur à certains moments dans ses propos et tout. Ouais. Juste de dire en fait c'est le père qu'il me fallait, et je suis fier d'être son fils. Je suis fier d'être son fils, beau. Putain de merde. Ouais. C'est beau. C'est beau ce que tu déposes, parce que je pense qu'il y a ce moment, en effet, tu transmutes et tu dis vas-y, je retourne le truc, et en fait j'en fais quelque chose de bon, parce que sinon je vais continuer à l'alimenter, et de manière très dark et très dure, et en fait ça laisse des rancœurs, ça laisse des souffrances viscérales qui te rongent de l'intérieur et qui te poursuivent en fait en tant qu'homme dans ta vie. Et à ce moment tu as besoin d'en faire quelque chose, parce que dans tout ça il y a du bon en fait, et tu as légué des choses, tu vois. Après tu prends ce qui te semble le plus cohérent pour toi pour avancer, tu vois, mais il y a du bon. Et moi, tu vois, il y a un truc que mon père m'a légué, c'est une forme d'hypersensibilité, tu vois, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais de l'hypersensibilité. Et quand je vois aujourd'hui mon père, alors que je le voyais pas avant, c'est une évidence. Il est d'une sensibilité, alors que j'ai toujours vu un homme très dur, aussi parfois autoritaire. Il a été élevé par mon grand-père adoptif, qui était un ancien militaire, champion de boxe, donc un truc vraiment dur, tu vois. Et en fait, je vois cette hypersensibilité, et je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'il m'a donné. Et parce que tu vois, des fois je vois les gens qui me disent ouais Chris, dépassement de soi, bain glacé, tout ça, et en même temps mais putain, t'es aussi très sensible et tout, tu vois. Et je dis bah en fait les deux vont ensemble, c'est pas l'un ou l'autre, tu vois. Et aujourd'hui je suis hyper fier d'être ce mec qui aime se challenger, qui amène des hommes dans des espaces où on se confronte, qui est dans le dépassement, qui parfois prend les gants. Et je suis aussi hyper fier de ma sensibilité, parce que c'est un super atout. Complètement. Tu vois, ça me parle quand tu parles de l'hypersensibilité de ton père qui t'a légué, du fait que lui, il a eu un père potentiellement plus dur, ouais, où la sensibilité n'était pas tolérée, voilà. Et peut-être que nous, on est une génération d'hommes, parce que nouvelle époque, parce qu'aussi on a grandi dans une culture où c'était plus tolérable, et on a une époque où ces sujets s'ouvrent, et tu vois. Peut-être que ça a été plus facile pour nous à cet endroit-là, et moi ça me parle énormément. Je pense que c'est pareil avec mon père, il m'a légué cette sensibilité que je considère comme étant une force aujourd'hui, une qualité, et en même temps je me connecte à son expérience, et je sais que pour lui c'était très compliqué d'être cet homme sensible-là. Ouais, très compliqué. Ah, il n'avait pas le droit. Bah, c'est clairement ça. Je referai pas ici toute l'histoire de mon père, mais ouais, je le vois petit en fait, parce que j'ai eu toute l'histoire, grandir dans des couvents religieux à 5-6 ans, avoir un chiffre à la place d'un prénom. Et bref, tu vois, des histoires un peu dures. Et putain. Et en fait, quand je me remémore tout ça, ça me fait taffer. Et quand tu entends ça, en fait, tu te dis, ok, ça n'a pas été facile, quoi. Et qu'il a fait du mieux qu'il pouvait. En effet, il a dû s'en prendre plein la tronche, et ça a dû être tellement verrouillé que quand par moment à la maison, tu as l'impression de voir un monstre. Parce que c'est... y a des moments qui sont durs, tu vois, et dans l'intimité avec les enfants, des fois c'est dur, surtout quand tes parents se déchirent. En fait, il n'y a pas juste un monstre, en fait. Il y a une carapace de monstre, mais derrière, il y a un cœur sensible, il y a un homme qui a été brisé, tu vois, qui a été par moments humilié, abusé, et en fait, il a fait comme il pouvait, quoi. Ça, c'est... Quand tu vois ça, tu as la possibilité de voir ça, c'est à la fois un cadeau, parce que ça te fait aussi redescendre sur Terre, être un peu au moins auto-centré sur toi, et te dire, ok, papa, il a fait du mieux qu'il pouvait, il m'a aussi légué des belles choses. Il a fait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait, avec l'histoire, les traumatismes, les blessures qu'il avait. Et ça me touche énormément, parce que je conçois exactement la même chose pour mon père. Et quand tu regardes ça en face, en fait, comme je te disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui je me dis mais quel homme,
Au final, quel homme. Je sais pas si moi j'aurais fait le quart de ce qu'il a fait. Ouais, mais complètement. C'est quand je vois ça, je me dis, mais j'aurais été meurtri à un niveau qui fait que je sais même pas si j'aurais eu l'aspiration de développer cette mission pour les hommes et d'aider les hommes, en fait. Ouais. Et tu vois, cet endroit-là, on est capable de regarder nos pères et de se dire, putain, je suis fier de lui, et je descends de lui, et je viens de lui. Et ben moi, naturellement, ça me reconnecte à ma puissance en tant qu'homme et ce que je suis capable d'apporter. Mais aussi longtemps que je refoulais, que je critiquais ou que je disais j'aurais aimé avoir un père autre ou différent, je me coupais nécessairement d'une partie de moi-même, mais je peux pas prendre ma place dans le monde comme ça. Ouais, complètement. Et là, il y a un gros sujet, parce que même collectivement, tu vois, c'est une thématique... J'ai écrit un moment un texte, une phrase qui m'était venue où je disais c'est pas en détruisant les pères et en castrant les fils qu'on fera des hommes. Formule un peu dure, mais je pense qu'il y a un truc comme ça, tu vois, c'est peut-être un des risques en tant que société qu'on a aujourd'hui dans cette remise en question d'un masculin qui a été destructeur peut-être pour les femmes, en tout cas le masculin dans son ombre. Ouais, là c'est un vrai, tu vois, on a un vrai sujet de société aujourd'hui. On le voit, on est dans une génération où les extrêmes sont beaucoup plus présents et beaucoup plus forts parce qu'il y a aussi un ras-le-bol. Et en effet, il y a eu un masculin qui a assouvi, qui a abusé, qui a profité, que ce soit écologiquement, des femmes ou des hommes, de toutes choses. Et tu sais, quand on parlait tout à l'heure du féminisme qui est très engagé, voire je dirais un petit peu le terme enragé, il ne faut pas oublier que derrière, en fait, il y a des femmes sur des générations qui ont été blessées, qu'il y a eu des chasses aux sorcières, qu'il y a eu des trucs, des dingueries qui se sont passées, et que en fait, c'est encore très à vif. Et que pour le coup, cette rancœur, cette dureté face aux hommes, ou cette envie parfois d'émasculer l'homme, il vient de cette blessure qui est encore très à vif. Et quand tu regardes ça, tu peux aussi comprendre pourquoi. Et pas juste se dire « Ah, putain, elles sont super chiantes, on peut plus être un homme, je perds mes repères ». Non, en fait, il y a un égrégore en face, il y a un inconscient collectif, il y a un collectif qui a été hyper blessé, abusé, tu vois. Et c'est là où c'est pas facile, parce que il faut arriver à dealer avec ça. Et en tant qu'homme, aujourd'hui, t'as envie d'être à la fois juste, t'as envie d'être à la fois présent, t'as envie d'être à la fois sensible. Et tu sais, moi, quand je parle de l'homme, dans mes cercles d'hommes, à chaque fois, je donne cette représentation. Pour moi, l'homme, c'est un petit peu Atlas. Tu sais, c'est le gros personnage qui tient la terre, et en même temps, il a notre terre, et puis il est en jambes fléchies, et tu ressens qu'il a un peu tout le poids du monde. Et en même temps, c'est un travail qui est très dur, mais il doit apprendre à être un bon père de famille, un bon entrepreneur, un bon époux. Et c'est dur parce que tenir ces rôles en même temps, c'est pas facile, tu vois. Et en même temps, c'est pour moi des choses qui nous font tellement grandir et qui nous permettent vraiment d'être un homme et de puiser dans nos forces et dans nos ressources. Et c'est incroyable, c'est un travail, quoi. C'est un travail en tant qu'homme, je ressens le besoin d'avoir un rôle dans la société. Je dis pas qu'il faut que ce soit un rôle cliché c'est ça qui fait un homme, parce que je suis certainement pas dans les clichés, je correspond certainement pas à l'image cliché de l'homme. Mais je pense qu'on a besoin effectivement de se sentir protecteur, de se sentir contributeur à la société, de chacun à notre manière. Ce que tu disais aussi, en fait, toute la difficulté aujourd'hui dans ce questionnement sur les genres, le masculin, le féminin, les hommes, cette remise en cause du patriarcat qui a été abusif pour les femmes pendant des siècles, comme tu le dis très bien, des générations et des générations de... Toute la difficulté, en fait, c'est comprendre ce qui se passe, être en compassion avec ce qui se passe, et en même temps développer une maturité et développer un masculin mature et sain. Et c'est ça qui est difficile dans ce contexte. Ne pas être en réaction, être en compassion. Ouais. Et sans victimisation, parce que soit tu es en réaction et tu rentres dans la misogynie et puis tu perpétues des choses qui sont déjà bien présentes, ou soit tu es dans la honte, tu culpabilises et tu es dans la victimisation et tu te coupes de cette partie masculine. Complètement. Et tu vas dans l'autre. Et c'est ce qui fait que cette position est très dure, en fait, tu vois. Super dur, et c'est pour ça que j'étais content d'avoir cette conversation avec toi, que je voulais avoir cette conversation avec toi, parce que je sens cette quête d'équilibre, tu vois, ni dans un extrême, parce que c'est une thématique aujourd'hui, le retour de la misogynie. On pourrait faire un podcast qui s'appelle Le retour de la misogynie. On en voit plein sortir des mecs qui se mettent dans ce rôle de je suis un super alpha, je réussis dans le business, regarde, je fais ça, ta femme traite-la comme ça, adresse-la, blablabla. C'est
C'est une thématique. Un vrai sujet d'actualité. Ouais. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as des groupes Telegram avec des milliers de personnes où ils s'échangent des choses, je dirais même horribles, même en tant qu'homme, de voir des choses comme ça. Tu as honte vraiment d'être un Bien homme, sûr. ça se rattrape. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc cet extrême et l'autre extrême qui est du coup j'ai plus le droit d'être un homme ou je peux pas être masculin, du coup je prends plus ma place, je m'en fous. Et c'est un problème aussi. C'est un problème. Moi j'ai eu ce problème là, tu vois, quand j'ai commencé à rentrer dans la partie plus dev perso, à en fait me féminiser pour plaire à ma partenaire. Et puis à un moment, il m'a dit, mais en fait, je veux pas une meilleure copine. Je veux mon mec, tu vois. C'est cool que tu sois encore plus sensible, qu'on puisse communiquer de certaines choses, mais j'ai besoin que tu gardes ce côté, protecteur, rassurant, soutenant. Ça me parle de fou. Moi, je vais te raconter une anecdote. Puisqu'on vient de ce côté plus sensible et gentil garçon, du coup, en fait, je pense que c'est intéressant pour les femmes d'entendre ça aussi, que quand tu viens de ce truc-là, c'est pas facile. En fait, d'assumer ce côté je peux être protecteur, je peux être dangereux même. Et moi l'anecdote c'est que mon ex à un moment on était en Australie, donc je fais une année en étudiant et après je fais une année en visa vacances travail et du coup je dois aller travailler pendant 3 mois je suis allé planter des arbres. Elle m'avait offert un couteau suisse, tu vois. Et du coup, y a une journée de travail où je vois un animal, je crois que c'était un wombat, pour ceux qui connaissent, qui est mourant, tu vois, il est en train de mourir. Et bref, je suis passé, je l'ai pas touché, je l'ai laissé, tu vois. Et j'appelle ma copine le soir, je lui raconte l'histoire, la journée, et je lui dis ouais, j'ai vu un wombat, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il s'est fait écraser et tout. Et elle me dit pourquoi tu l'as pas tué? C'est sûr. Il était en train de souffrir. Genre, je t'ai offert un couteau. Fais ton taf, tu vois. C'était intéressant ce côté c'est hyper intéressant chez les femmes de dire et ça c'est un des chapitres du livre dont tu avais parlé, je sais plus c'est quoi le titre en français, mais The Way of the Superior Man, David Dana. Il a un chapitre qui dit She wants the killer in you, elle veut le tueur chez toi. Alors peut-être que tueur c'est pas le mot qui parlera à toutes les femmes, mais il y a ce côté est-ce que je suis capable de me défendre, est-ce que je suis capable d'invoquer ma dangerosité quand c'est nécessaire. Tu le dis très bien. Tu sais, j'en parlais beaucoup avec mon partenaire. Le désir naît un petit peu du même endroit que naît la peur, en fait. Et une femme qui n'a... Alors, faut le prendre dans son contexte, qui n'a plus peur de toi du tout, ça va être difficile aussi de te désirer, en fait. Tu deviens genre inoffensif, tu vois ce que je veux dire. Alors que quand, et le but, c'est pas de la faire peur ou de la menacer, on est loin de ça, mais quand elle sent qu'il y a le killer, qu'il y a ce côté aussi un peu sombre, peut-être ce côté un peu plus bad boy, où... je suis un mec, je suis souverain, je suis responsable et je sais prendre des décisions par moi-même et je sais faire les choses de moi-même, ça crée aussi du désir, tu vois, ça crée quelque chose. Et ça, dans la polarité, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est là où des fois, le gentil garçon, on souffre de ça, où on a trop peur d'être ce méchant gars ou ce mec un peu plus dans sa direction, qui s'engage, qui prend des décisions, qui fait par lui-même, qui écoute un peu moins. Alors que la femme, le féminin, ont aussi besoin de ça pour vibrer. Complètement. Et puis c'est ouf parce que tu vois tout ce truc là, c'est je pense en tout cas moi comme je l'ai vécu, c'est découvrir comment les femmes fonctionnent, découvrir l'essence féminine au-delà du politiquement correct, parce que là ça fait longtemps qu'on n'est plus dans le politiquement correct, tu vois, on est dans notre expérience d'homme et ce qu'on constate. Au-delà du politiquement correct, du coup c'est tous ces trucs que tu découvres et j'adore. Les fois où je regarde une femme droit dans les yeux et je lui dis non, je suis pas d'accord, et que je vois des étincelles dans ses yeux, moi ça m'a fait bugger au début. Pourquoi? Moi j'ai l'habitude de dire oui à tout, tu vois, et genre là le truc que j'ai le plus peur de faire, où je me sens dans tout mon corps, je suis en train de trembler, je vais lui dire non, je vais lui dire vraiment ce que je pense, et elle, je vois qu'il y a des étincelles et qu'elle est en transe devant moi, et là je me dis attends, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ça me parle tellement. Moi j'ai toujours donné cet exemple avant à ma partenaire, elle me disait tu veux qu'on fasse du yoga? Gentil garçon, oui, alors j'avais pas envie, tu vois. Puis elle sentait qu'en fait j'avais pas envie, donc ça partait en cacahuète au bout d'un certain temps. Puis il y a eu ce moment où en fait j'ai compris que je pouvais dire non quand j'en avais pas l'envie. Et quand j'ai commencé à dire non, c'est après, elle me l'a dit plus tard, elle m'a dit en fait au début en effet ça me piquait un peu, mais en fait ça me faisait tellement du bien que pour une fois tu me disais vraiment ce que tu avais envie de faire et que t'avais pas envie d'y aller, tu vois. Et elle trouvait ça beaucoup plus inspirant que quand je faisais amen ou je disais oui à tout ce qu'elle voulait, où en fait elle a l'impression d'avoir un suiveur, tout à fait. Et ça, c'est pas excitant, tu vois, il y a pas de désir à ce niveau-là. Et donc je pense, tu sais, j'y pensais tout à l'heure en fait, dans le couple c'est l'une des problématiques, c'est que des fois on a tendance nous-mêmes à jouer qu'un seul archétype, et pour le coup on a tendance à enfermer notre partenaire aussi dans un seul archétype. Ce qui fait que par exemple quand moi je joue l'homme gentil ou l'homme enfant, à quel moment ma partenaire, ma femme, peut devenir la femme fatale? Oui. Parce que en face de l'homme gentil ou de l'homme enfant, on a plutôt une mère
ou Oui. une femme castratrice éventuellement, tu vois. Ouais. Mais la femme fatale, elle a plus de place pour s'exprimer. Et un jour, ça a été une vraie conversation dans mon couple de, en fait, aujourd'hui, je vois que moi, quand je vais à la danse, j'arrive à être dans cet archétype de la femme fatale, à kiffer tout ça. Mais devant toi à la maison, j'ai limite honte ou j'ai peur de te montrer parce que on n'a tellement pas été habitué à ça qu'on a été dans ces rôles. Et ça a été un vrai travail parce que c'est un travail, ça a été une vraie prise de conscience de, en effet, en fonction des archétypes que je joue et que je permets à la personne qui est en face de moi, donc ma partenaire, d'être aussi dans certains archétypes. Mais quand je me permets d'être un roi, un magicien, un guerrier, un archer ou ce que je veux, elle peut aussi utiliser la palette en fait. Et ça me permet aussi de la voir sous des angles différents et ça permet de revisiter la relation. C'est incroyable. Ouais, complètement. Je vois ça comme un petit peu des personnages qu'on est capable, tu vois, ou un costume qu'on peut endosser à un certain moment. C'est pas exactement la métaphore la plus juste, parce qu'en réalité, c'est des choses qui vivent à l'intérieur de nous. Donc, C'est ça. c'est pas l'idée de mettre un masque, mais le fait de faire ce travail à l'intérieur pour les hommes, de se réapproprier des archétypes qui vivent en nous, qu'on a hérité de nos ancêtres et de, tu vois, de millions d'années d'évolution, de se réapproprier ce côté primal, ça nous permet ensuite, dans la relation, d'en faire cadeau à notre partenaire. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut leur faire. C'est pour moi fascinant à quel point en fait les femmes, elles sont connectées à tout ce qu'on est capable d'être. Ouais. Et tous les endroits où, en tant qu'homme, t'es encore dans de la peur, ou tu vois. Je trouve que très souvent... et en fait, elles réagissent à ce que nous, on est capable de projeter en face. Ouais, mais elles ont besoin qu'on puisse prendre notre place pour ensuite... Il y a un tango comme ça qui se joue, en fait. C'est un tango, ouais. C'est vraiment le jeu des polarités, le jeu du Tao, c'est qu'il y a vraiment ces deux énergies qui sont en symbiose et chaque énergie dans son petit cœur a l'autre énergie aussi, tu vois. Et c'est là où le couple, c'est vraiment un ping-pong. Des fois, l'autre est plus dans une essence et puis on joue dans ces différentes essences. Et en fait, c'est un jeu de permission, d'autorisation. Et quand il y en a un qui se verrouille, ça verrouille l'autre en face. Parce que en fonction du verrou que je mets, je change ma couleur, ça change la couleur du couple. Parce que s'il y en a un qui est violet, moi je suis orange et d'un coup je suis bleu, ça n'a plus la même couleur, tu vois. Et quand on est capable d'observer ça et voir comment finalement on peut en tirer profit et qu'en fait on est juste tellement plus que ces deux personnes à la base qui se connaissaient, ça permet en fait au couple de prendre des proportions incroyables, tu vois, et de continuer à évoluer. Ça permet de se revisiter, tu vois. Moi par exemple, ça fait depuis maintenant 1 an que je vois ma partenaire se mettre à la danse, me montrer de plus en plus ses vidéos, et j'avais jamais vu cette partie d'elle, une partie qui se défoule, qui rigole, qui se prend pas au sérieux et en même temps qui est sensuelle, et c'est trop bien, c'est rafraîchissant et j'en suis trop content, tu vois. Grave. Moi j'explore la polarité masculine dans la boxe et ça me fait un bien fou. D'aller chercher ce truc là, ce challenge, et tu vois, ça me reconnecte à un truc. Et je me permets, à travers la salsa, d'exprimer un truc plus spontané, plus connecté à l'instant présent, plus dans le jeu, tu vois, qu'on pourrait qualifier de yin ou de féminin. Et j'ai trouvé vraiment mon équilibre avec ces deux trucs-là. J'ai envie d'aller sur les archétypes, puisqu'on en a beaucoup parlé. Comment tu conçois des archétypes du masculin et à quoi ça ressemble ton travail autour de tout ça? Alors, je partirais, tu sais, des 4 principaux, avec le roi, le guerrier, l'amant et le magicien, avec les formes matures et déséquilibrées en excès de féminin et masculin. Ma façon de travailler avec, c'est via l'expérimentation. Et par exemple, quand je fais un cercle d'hommes, on va avoir différentes activités, certaines qui sont parfois un petit peu plus yin, des fois un peu plus yang. Par exemple, je sais que quand on va aller chercher le bain glacé, avec la Kawimov, avec la préparation, le fait de passer en système sympathique et d'être en mode guerrier, on va être vraiment dans le guerrier. Puis à ce moment, dans le bain glacé, on va aller chercher le repos du guerrier, vraiment l'état de vide, et qu'est-ce que je peux ressentir à l'intérieur de moi. Et comment je peux aussi faire preuve d'humilité dans ce bain glacé, parce que s'il veut me mettre une claque et me mettre en hypothermie et me faire claquer, il peut. Et donc, tu vois, là, il y a un travail d'archétype qui est hyper intéressant, mais je peux avoir des fois de l'expression corporelle. Et avec certaines musiques, on va venir chercher à travailler certains archétypes, ou à, tu sais, je dirais, embodiment, à les incorporer, à vraiment les ressentir, et vraiment à se lâcher en étant le roi, le guerrier viking, parce que c'est pareil, dans les guerriers, tu as plein de formes de guerriers, tu peux aller super loin. Tu as le berserker, tu as les vikings, tu as l'archer, tu as le samouraï, donc tu peux explorer plein de trucs, tu vois. Et par exemple, pareil, Breathwork, quand je le fais, j'ai des musiques avec différents archétypes. Et là, quand les hommes vont être dans des états de conscience modifiés, je vais pouvoir faire des suggestions et les amener sur un travail un petit peu de l'ombre avec les archétypes et aller explorer ces différentes facettes. Donc pour moi, en fait, ça vient infuser tout le long parce que ce travail-là d'archétype, il vient te reconnecter à toutes tes qualités, à toutes tes facettes plus ou moins opprimées ou acceptées de toi. Et comme on est en cercle, qu'on est entre hommes, on est en miroir de toute façon. Donc ce que se permet l'autre,
quand il vient se mettre en alpha, où toi justement tu as du mal à jouer un petit peu l'alpha et que ça te déclenche, bah, c'est une invitation à ce que toi tu prennes un peu plus ta place d'alpha, tu vois, et vice versa, quand il y en a un qui va se permettre de pleurer, c'est une invitation pour que soit t'en fasses autant, ou que tu puisses être juste soutenant sans forcément être dans la victimisation en mode oh mon chéri t'es en train de pleurer, tu vois. Donc moi j'aime bien ce côté-là, et c'est ce qui fait que dans l'immersion, il y a des côtés qui vont être très yang. Par exemple, tu vois, on a la montée du Mont Agung, qui est un volcan ici qui monte à 3200. Il y a 2000 mètres de dénivelé, ça pique, tu vois. Je l'ai Et on fait, y va entre mecs. c'était hardcore. Ouais, ça tape. Et il y Ça a ce tape. moment où les mecs ils sont dans l'effort, dans l'élan, donc c'est hyper yang. Mm. Puis on arrive en haut, et puis il y a un homme qui pose une parole sur justement les figures paternelles, et tout le monde commence à parler de son histoire avec le père. Et puis là, à ce moment, bah, ça éclate, il y a une sensibilité. Puis tu sens que derrière, on revient à l'archétype du père, parce que le père, c'est un archétype aussi. Mm. Et là vient la question de aussi quel père j'ai envie d'être pour mes enfants actuellement, ou si demain je suis un père. Mm. Et si tu vois, ces archétypes, en fait, ils viennent à tous les moments de l'immersion. Mais comme des fois, on va être dans des moments de cercle de parole sur des thématiques, on va parler de l'entrepreneuriat. Et là, ça va être peut-être l'archétype, tu vois, du businessman, donc plutôt du roi. Et comment je fais pour diriger mon royaume, mais de manière juste, sans blesser les gens qui sont à l'intérieur, et en arrivant à faire en sorte que ça puisse contribuer à tout le monde, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans ces cercles d'hommes que tu fais? C'est quand les mecs lâchent les chevaux. Quand il y a un moment, en fait, ils débrident le truc. C'est-à-dire qu'à un moment, ils connectent à des choses, soit à un moment de grâce, à un moment de beauté sur la montagne, ou à une parole qui a été hyper radicale, confrontante, mais qui a fait bouger les murs à l'intérieur. Et tu vois que, en fait, tu as un homme qui rentre, qui vient, qui a plus ou moins des appréhensions, qui a peut-être un petit peu peur, ou qui sait pas ce qui va se passer pour lui, à un homme qui a complètement déverrouillé et qui est en mode vas-y, c'est bon, là la vie je vais la croquer, j'ai trouvé une direction, en tout cas j'ai redéfini ma direction, je vois ce qui est plus important pour moi, j'ai compris que j'avais pas besoin de changer, mais j'avais besoin d'enlever les couches de l'oignon, et que ce que je suis c'est déjà incroyable, et que j'ai plein de qualités que je suis allé épuiser à l'intérieur de moi pendant l'immersion, parce qu'en plus je le dis pas, mais je travaille sur de la fatigue pour créer une forme de, comment dire, de sensibilité pour les faire lâcher plus facilement, parce que c'est tout le travail. Et l'amplitude, ça va être du 5h jusqu'à 22-23h, donc c'est très raide, tu vois, on travaille toute la journée. Et en fait, le fait qu'ils en prennent plein la tronche, mais dans un climat bienveillant, avec toujours de l'amour, mais dans de la confrontation, en fait, ils décapsulent, mais dans le bon sens du terme. Et en fait, je vois des mecs reprendre leur souveraineté en main, reprendre leurs couilles en main, sans être des tyrans ou des alphas, sans être des victimes ou des âmes sensibles, en se disant mais putain, je suis un mec et c'est bon d'être un mec, et je suis à la fois sensible et fort, et putain, j'ai envie de croquer la vie, et ça, j'ai envie de l'amener dans mon coup pour mes enfants, j'ai envie d'inspirer, j'ai envie de continuer à m'inspirer, j'ai envie de continuer ce chemin, quoi. Et quand je vois ça, je me dis ok, là on tient un truc, et derrière j'en suis super fier, et moi ça me fait grandir. Tu m'étonnes, c'est comme avoir un lion qui a jamais osé être un lion et l'entendre rugir pour la première fois. Complètement. Et vous êtes là à plusieurs et tous en train de faire ça. C'est l'image que j'ai quand tu racontes ça. Je trouve que c'est très très beau. Il y a un autre truc que tu as dit qui m'a marqué vraiment. Tu disais, en gros, j'ai pas besoin de changer. Ouais. Tout est déjà là à l'intérieur de moi. C'est très fort ça aussi. Ouais. C'est très très fort. Je pense que tu dois le penser aussi, c'est qu'en fait, on vient au monde, on est très innocent, très pur, et puis les couches, avec la société, avec l'environnement familial, elles sont multiples, et parfois douloureuses ou difficiles, et parfois on n'a pas tout ce privilège de pouvoir avoir l'accès à un environnement, à une éducation qui fait que ça peut être plus long pour certaines personnes, voire des fois très difficile à faire. Et en fait, tu vois qu'en réalité, il y a déjà tout à l'intérieur. Et qu'en réalité, il n'y a même pas besoin de se comparer, parce qu'on a chacun nos forces, nos qualités. Et une fois que tu connectes à ça, une fois que tu vois l'essentiel pour toi et ce qui fait sens, tu peux beaucoup plus facilement te mettre dans une mission ou dans un chemin qui te correspond, dans lequel tu te sens aligné. Et tu vois, moi, quand j'ai démarré le Cercle d'Hommes, il y a eu un truc qui a été très bizarre, où pour une fois, j'avais pas d'excitation dans le projet. Je n'étais pas en pépite brillante, mais il y avait un vrai enthousiasme, une vraie confiance. Et quand j'ai fait mes premiers cercles, j'ai dit à Chloé, à un moment, ma partenaire, je lui ai dit, en fait, je sais que ce chemin-là, c'est pour la vie. C'est-à-dire que si demain, tu me demandes dans 20-30 ans, quand tu seras grisonnant, est-ce que tu continueras à faire des cercles ? Certainement. Je me vois. Parce qu'en plus, il y aura encore plus de travail ou de maturité ou de ce que tu veux, qui fait qu'en fait, pour une fois, tu vois, je me suis dit, mais en fait, je suis hyper aligné, et pour le déposer là, en fait, c'était un rêve de me dire, j'ai envie de passer des bons moments avec des mecs. Et en fait, quand ils ressortent du cercle, c'est une famille, c'est des frères, c'est des amis, tu vois, on a passé des moments forts. Des fois, on se dit, en 4 jours, on a vécu plus de choses fortes que ce qu'on peut vivre avec les proches qu'on a, tellement on s'en est pris plein la tronche.
Et en fait, c'est peut-être un sentiment égoïste, mais c'était de pas trop me sentir seul en tant qu'homme. Parce qu'au bout d'un moment, tu te sens seul, en fait. Il y a une forme de solitude. Ouais. Ce que tu dis, ça m'amène à plein d'endroits différents, plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. L'une de ces choses, c'est dans ce que tu fais, ce qui ressort, c'est qu'en fait, c'est en allant chercher le challenge et la friction que les hommes finissent par lâcher prise. Ouais. Mais c'est comme si sans ça, ils y arriveraient pas. Et donc toi, tu les challenges vraiment, tu les pousses dans leur retranchement pour qu'il y ait un truc qui lâche. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à connecter à de l'émotionnel et à entrer dans une authenticité. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre truc, c'est le dernier truc que tu disais. Ça, c'est une thématique qui me parle aussi, c'est se connecter avec d'autres hommes. On a parlé tout à l'heure de la solitude des hommes. Par exemple, le fait que même des hommes plutôt sensibles, donc plus à l'aise avec leur émotionnel, peuvent avoir tendance à s'isoler. Je me reconnais là-dedans. Donc ça, c'est une thématique. Et ensuite, c'est aussi, étant ce genre d'homme sensible, est-ce que je peux être accepté par les autres hommes? Parce qu'il y a aussi ça. Il y a ces deux composantes. Et là, ça peut résonner sur des traumatismes d'enfance ou tu vois, des choses difficiles qui ont pu être vécues. Complètement. Et là, tu peux avoir plein de choses. Hein. Ça peut être, par exemple, tu prends l'exemple d'un homme qui a grandi dans une fratrie, un père très autoritaire qui met rapidement tout le monde un peu en compétition de tu dois être le meilleur. Ton hypersensibilité ou ta sensibilité, elle n'est pas trop valorisée. Et déjà, ça te met en distance avec tes frères. Et déjà, ça crée des frictions au sein de ta famille avec les personnes que tu aimes. Et déjà là, tu crées des formes de trauma, d'insécurité qui te poursuivent après dans ta construction quand tu grandis, tu vois. Et c'est là où, tu vois, souvent je le dis, le challenge, aujourd'hui, je le vois plus pour l'homme sensible que l'homme alpha. Parce que des fois, l'homme alpha, en fait, il est bien dans son truc d'alpha et il est en mode, ouais, c'est bon, tu vois, genre en mode alpha. Et l'homme sensible, en fait, il souffre parce qu'il a une place où, en fait, c'est une place un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a un alpha aussi à l'intérieur de lui, il y a un homme fort, il y a un homme qui a des ressources, et en même temps, ce côté sensible, de toute façon, il peut pas trop être exprimé parce que visiblement, il n'est pas valorisé par cette société assez patriarcale, tu vois. Donc il est un petit peu entre les deux et c'est difficile de trouver sa place, là où l'alpha, des fois, il s'en fout. Et c'est bizarre, hein, quand tu regardes les alphas, en tout cas sur le net, ils ont toujours l'air d'être refaits, tout va bien, ça gagne, c'est bon, tu vois. Et les hommes sensibles, ils s'expriment pas trop, en fait. Ils restent beaucoup plus dans leur coin. Et parfois, ils restent beaucoup plus dans des environnements même féminins, tu vois. Ils sont beaucoup plus à l'aise avec les femmes et ils se coupent d'une partie de leur masculinité, mais d'une partie des autres hommes. Et ça, tu vois, ça a été d'une des premières prises de conscience que j'ai eues dans le cercle d'hommes, grâce aux mecs sensibles qui venaient et qui m'ont dit, mais en fait, je savais pas, il y a d'autres hommes sensibles, en fait. Parce que dans mon quotidien, au travail, je me sens seul. Dans ma famille, je me sens seul. Autour de mes frères, c'est compliqué. Alors, ils sont aussi sensibles, c'est juste qu'une fois de plus, ils sont verrouillés et ils ont eu un bagage peut-être différent. Mais en effet, il y a d'autres hommes. Et ça a été vraiment la première appréciation du cercle de, en fait, je me sens pas seul. Ouais, et ce que tu dis, c'est très important parce qu'en fait, on a besoin de plus d'hommes sensibles qui se réapproprient leurs couilles et qui se les posent dans le monde. Voilà, avec sensibilité, mais avec force aussi. En fait, c'est ça qu'il nous faut. Et tu vois, j'ai jamais pensé comme ça, mais là, en t'écoutant le dire, ça a popé pour moi. C'est en fait, et je pense que dans le fond, c'est ce que les femmes attendent aussi. Que créer un nouveau monde, créer un monde meilleur, c'est pas renier le sensible, au contraire. C'est pouvoir l'exprimer, mais aussi l'exprimer avec force, maturité, structure. L'envelopper dans un masculin mature. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça. Et c'est modèle de mec alpha, effectivement, en général, c'est pas des gens qui se posent des questions. C'est des gens qui font et ça va. Et c'est beaucoup plus tard, en général, je prends le cliché, tu vois, que accident de la vie, ceci, cela, que ce genre d'homme va être amené à se remettre en question. Alors que l'homme sensible, lui, il doit composer avec l'inverse. Il commence avec l'émotionnel et il doit se réapproprier sa virilité. Ouais, complètement. Il y a un sujet qu'on n'aura sûrement pas le temps d'aborder là, parce que souvent en cercle, j'ai eu des hommes qui étaient justement dans l'alpha et qui après tombent dans l'aversion et qui vont dans l'extrême opposé. Et ça m'est arrivé d'avoir des hommes dans l'archétype vraiment du gentil garçon et qui rentre à la maison et limite qui impose des trucs à sa femme, ou parfois quand tu fais ce travail, à avoir trop côtoyé une zone, parfois tu peux d'un coup la refouler et être dans la version de cette zone et aller complètement à l'extrême. Et dans ce travail-là, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Il y a cette sensibilité ou ce côté alpha qui est présent. Il y a un moment où on retrouvera de l'équilibre, mais on a besoin parfois de toucher un petit peu ces extrêmes
à force d'avoir côtoyé une zone pendant trop longtemps qui visiblement a peut-être fait des dégâts de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est un passage qui est souvent nécessaire. Chris, j'ai adoré cette conversation. Ça a Pareil. débité. Waouh, c'était intense. Merci pour Je te ta remercie, confiance. Mourad. Merci de m'avoir accueilli ici. Franchement, ouais, super échange. Ça aurait pu durer plus longtemps, mais vraiment cool. Carrément. Est-ce que y a un dernier mot que tu veux ajouter pour conclure? Yes. Il y a toujours un dernier mot. C'est important. Ça serait plus un mot d'encouragement et de soutien, surtout pour les hommes qui nous écoutent et pour les femmes qui sont un super soutien aujourd'hui pour les hommes. C'est de ne pas se mettre la pression non plus avec ce travail, avec ce dont on vient de parler, parce que rapidement on peut avoir cette envie de se dire moi aussi j'ai envie d'être un homme déconstruit, et c'est quelque chose qui prend du temps. Et je pense que tu vois tout cet aspect là, que ce soit la spiritualité ou le développement personnel, il faut pas non plus trop le prendre au sérieux. Et il faut savoir aussi en rire, il faut savoir apporter de la légèreté dans tout ça et se rappeler qu'on a chacun notre façon d'exprimer, de vivre notre spiritualité, notre développement personnel, et qu'à partir du moment où je lis pas forcément le bouquin de dev perso comme madame l'aurait souhaité, mais que je vais le faire à ma façon, dans un bain glacé, ou en partant, je sais pas, au fin fond de l'Amazonie, ou en allant me faire une aventure ou un cercle d'hommes entre cousins et en mode sincérité radicale, le taf il est là déjà et c'est déjà très bien. Le tout c'est d'être en mouvement, de prendre conscience des choses et d'être vraiment, je dirais, indulgent avec soi, parce que je vois encore une fois de plus, et j'en fais partie, moi c'est un gros travail, à quel point en tant qu'homme on peut être vraiment très dur avec nous-mêmes, vraiment de l'intérieur. Complètement. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Très beau bout de conclusion. Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation, peut-être souhaiteraient te suivre, découvrir ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver? Le podcast, principalement sur l'éveil du masculin, après principalement sur Instagram, c'est là où j'ai vraiment tous mes liens, tout mon écosystème, donc sur Chris Odd avec 2 tirés du bas. Donc podcast l'éveil du masculin, Ouais. ton Instagram, ça va apparaître à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Pour Pour ceux qui sont sur les plateformes audio, ce sera en description. Chris, merci encore. Merci Mourad, c'est génial. C'était super cool et à très bientôt. À bientôt.